Il existe au détour des cartes anciennes et des récits effacés le murmure d'un empire dont le nom seul évoque l'ombre et la grandeur, la Tartarie. Dispersés entre les marges de l'histoire officielle, subsistent des fragments, des esquisses, des échos qui ne devraient pas exister. Une civilisation entière semble s'être dissoute dans le silence, laissant derrière elle des architectures trop vastes pour être comprises, des inventions que l'on dit impossibles, des vestiges qui défient la chronologie. Était-ce une illusion, un mythe ou le souvenir d'un monde effacé? Dans ce vide, l'imagination vacille, la curiosité s'enracine et une question persiste. Avons-nous oublié une société plus ancienne, plus mystérieuse et peut-être plus avancée que la nôtre? Parfois, l'histoire s'écrit dans les marges, non pas dans les lignes bien droites et tracées des chroniques officielles, mais dans les ombres, dans les silences laissés volontairement ou involontairement par les siècles. C'est là, dans cet espace incertain, que surgit un nom dont l'écho s'étire jusqu'à nous comme un murmure oublié, la Tartarie. Ce mot étrange et presque irréel apparaît sur d'anciennes cartes du monde. On le lit à côté de terres immenses, étendues sur ce qui semble être une bonne moitié du continent eurasien. La Tartarie, dit-on, aurait recouvert des espaces allant de la Sibérie glacée aux steppes mongoles, des rivages de l'océan Arctique aux plaines de l'Asie centrale. Une étendue si vaste que son existence paraît presque improbable, comme si les géographes d'autrefois avaient inventé un continent parallèle. Et pourtant, ces cartes existaient. Elles ont circulé dans les mains d'explorateurs, de marchands, de missionnaires, dessinant la silhouette d'un empire dont la mémoire s'est lentement dissoute. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas tant l'ampleur géographique de la Tartarie, mais son absence dans les récits que nous considérons comme officiels. Car si l'on prend une carte du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, on voit apparaître ces terres mystérieuses, parfois décorées de cités inconnues, parfois de symboles étranges. Mais si l'on ouvre les manuels d'histoire qui nous accompagnent depuis l'école, ce nom s'efface. Il n'en reste presque rien, sinon quelques notes en bas de page, quelques références incertaines à des peuples barbares ou à des régions encore inexplorées. Comme si un empire entier avait glissé entre les pages, effacé avec une patience méticuleuse. Les cartographes anciens n'étaient pas des rêveurs. Leur travail consistait à retranscrire, à organiser l'espace connu, souvent à partir des récits d'explorateurs, de marchands ou de diplomates. Le fait que tant d'entre eux aient inscrit la Tartarie sur leur carte pose une question troublante. Comment un tel territoire a-t-il pu disparaître de notre mémoire collective? Était-ce une erreur répétée pendant des siècles, une déformation volontaire, ou bien le signe qu'une autre histoire du monde existe, mais qu'elle nous a été refusée? On raconte que Marco Polo, en traversant l'Asie au XIIIe siècle, évoqua ces vastes régions dominées par des peuples puissants et mystérieux. Les chroniques chinoises, elles aussi, décrivaient dans ça des interactions avec des confédérations de tribus et de royaumes dont les contours correspondent à ce que les cartes européennes nommaient la Tartarie. Des récits de voyageurs persans et arabes faisaient en état de cités florissantes, aux architectures complexes, parfois si imposantes qu'elles semblaient appartenir à une époque bien plus avancée que la leur. Puis vinrent les missionnaires chrétiens qui envoyèrent des lettres en Europe décrivant d'étranges croyances, des coutumes raffinées et des villes ornées de dômes, de tours et de murailles. Tout cela constituait un faisceau d'indices, des fragments d'un monde qui, peu à peu, allait s'effacer. Ce qui rend le mystère plus épais encore, ce sont les cartes elles-mêmes. Car à mesure que l'on s'approche du XIXe siècle, la mention Tartaridge commence à se rétrécir, à se fragmenter, jusqu'à disparaître totalement. Là où l'on voyait autrefois un immense territoire portant ce nom, il ne reste plus que des divisions nationales, Russie, Mongolie, Chine, comme si une décision avait été prise, celle de dissoudre un monde dans les grilles administratives modernes. Certains chercheurs indépendants suggèrent que cette disparition n'est pas seulement le fruit d'un progrès cartographique. Ils y voient une réécriture volontaire, une volonté de faire disparaître toute trace d'une civilisation qui aurait été trop avancée, trop différente, trop dérangeante pour l'ordre établi. Selon ces hypothèses, la Tartarie aurait possédé des savoirs que nous n'avons pas encore retrouvés. Les structures monumentales, dispersées dans des régions reculées de Sibérie ou d'Asie centrale, témoigneraient de cette grandeur oubliée. Il suffit de contempler certaines gravures anciennes représentant des villes tartares pour ressentir ce décalage. On y distingue des dômes immenses, semblables à ceux que l'on associe aujourd'hui aux capitales impériales, mais situés en plein cœur de régions supposées primitives. Des forteresses aux formes géométriques parfaites,
parfois en étoiles, surgissent dans ça de ces représentations. Comment expliquer ces images si elles ne reposaient sur rien? Pourquoi des artistes du XVIIe siècle auraient-ils inventé de telles architectures pour un peuple censé être nomade et rudimentaire? Au-delà des images et des cartes, il y a ce silence insistant. Les encyclopédies du XVIIIe siècle mentionnent encore la Tartarie, décrivant sa population comme diverse, parlant de coutumes, de langues et de traditions variées. Mais ces mêmes encyclopédies disparaissent peu à peu des bibliothèques modernes ou sont reléguées dans des réserves. Dans leurs nouvelles éditions, le mot n'existe plus. Et le vide s'installe, comblé par l'idée que tout cela n'était qu'une erreur de perspective. Pourtant ce vide attire. Il attire comme une absence dans un récit bien ficelé. Car si nous avons pu oublier la trace d'un empire qui aurait recouvert une partie du monde, qu'avons-nous encore oublié? Quels autres noms se sont effacés des cartes? Quels autres empires se sont dissous dans le silence? Et que reste-t-il de leur voix? La cartographie est un miroir fragile. Elle ne reflète pas seulement les contours géographiques, mais aussi la vision du monde que ces auteurs portaient en main. Inscrire un territoire, c'est lui donner une existence. L'effacer, c'est lui retirer toute légitimité. Lorsque l'on contemple ces cartes anciennes, couvertes de détails minutieux, de routes, de symboles, on ne peut que s'interroger sur la manière dont l'histoire officielle s'est réécrite. Aujourd'hui, les chercheurs qui osent encore prononcer le mot « Tartarie » se trouvent à la croisée des disciplines. Histoire, archéologie, ethnologie, mais aussi géopolitique. Certains tentent de rassembler les fragments dispersés, ruines inexpliquées, témoignages oubliés, objets aux origines incertaines. D'autres soulignent que ce vide est précisément ce qui nourrit l'imaginaire collectif, ce qui donne naissance aux théories, aux hypothèses les plus audacieuses. Car la Tartarie n'est pas seulement un mot effacé des cartes, elle est aussi un symbole, celui de la fragilité de notre mémoire, de la malléabilité de l'histoire telle qu'on nous l'enseigne. Elle nous rappelle que le passé n'est pas une donnée fixe, mais une construction. Et que cette construction peut être orientée, remodelée, réécrite pour servir des intérêts. L'idée d'un empire disparu, d'une civilisation effacée, provoque à la fois de l'émerveillement et un sentiment d'injustice. Comme si quelque chose de précieux nous avait été retiré. Comme si une pièce entière du puzzle avait été volontairement cachée, empêchant de voir l'image complète. Peut-être est-ce pour cela que le nom de Tartarie continue de hanter les esprits curieux. Il porte en lui la promesse d'un monde perdu, plus vaste, plus mystérieux, peut-être plus avancé que nous ne pouvons l'imaginer. Les cartes anciennes nous laissaient entrevoir un empire effacé. Mais derrière les traits d'encre, il y avait des voix, des regards, des témoins. Les voyageurs, les chroniqueurs, les missionnaires ont décrit ce qu'ils avaient vu ou cru voir dans ces immensités. Des fragments de mémoire subsistent encore, comme des éclats dispersés au bord du temps. Pourtant, beaucoup de ces récits ont disparu, détruits, oubliés, parfois même interdits. C'est là que réside l'étrangeté. Comment des écrits que l'on disait authentiques ont pu s'effacer, laissant place à un silence qui semble voulu. Dès le Moyen-Âge, l'Asie centrale et la Sibérie représentaient dans des terres de mystère pour les Européens. Les récits de Marco Polo, traduits et recopiés des dizaines de fois, évoquaient un des royaumes vastes, peuplés de cités immenses et de peuples organisés. Ils décrivaient des palais aux proportions colossales, des cours fastueuses, des routes soigneusement entretenues. Mais dans les siècles suivants, certains de ces détails ont été jugés exagérés, presque fabuleux. On a réduit Marco Polo au rang de conteur, comme si l'ampleur de ce qu'il décrivait ne pouvait être vraie. Et pourtant, pourquoi un homme risquerait-il sa réputation et son salut en inventant de telles choses? D'autres voyageurs ont laissé des témoignages tout aussi troublants. Les missionnaires jésuites, envoyés en Chine et en Mongolie au XVIIe siècle, écrivaient des lettres détaillées à leurs supérieurs en Europe. Ils parlaient de villes organisées selon des principes géométriques étonnants, de fortifications en étoiles qui rappelaient étrangement celles construites en Europe à la même époque, mais dans des régions supposées isolées et primitives. Ils notèrent la présence de systèmes d'irrigation vastes, d'architecture monumentale ornée de dômes, de tours et de statues. Pourtant, ces lettres, dans les décennies suivantes, furent classées, retirées des bibliothèques publiques ou réinterprétées comme de simples curiosités. Le XVIIIe siècle fut marqué par un flot d'explorations scientifiques. Les expéditions russes et européennes sillonnaient incessamment la Sibérie et l'Asie centrale. Elles rapportaient des descriptions de forteresses abandonnées, de ruines que l'on disait inexplicables, de monuments solitaires au milieu des steppes.
Dans certains rapports, il était question de bâtisses dont les pierres semblaient taillées avec une précision impossible à atteindre avec les moyens rudimentaires attribués aux peuples locaux. Mais peu de ces documents ont survécu dans leur intégralité. Beaucoup furent traduits, remaniés, parfois même détruits. Certains chercheurs modernes affirment que des pans entiers de ces récits n'existent plus que sous forme de citations fragmentaires dans des ouvrages secondaires, comme si une main invisible avait effacé méthodiquement les témoignages les plus dérangeants. Les récits arabes et persans ne sont pas moins intrigants. Les voyageurs venus d'Asie occidentale décrivaient des marchés grouillants dans des villes aujourd'hui réduites à des points sur les cartes. Ils évoquaient des palais ornés de pierres précieuses, des bibliothèques regorgeant d'ouvrages écrits dans des langues aujourd'hui perdues. Certains rapportaient même la présence de machines étonnantes, de mécanismes hydrauliques complexes, de systèmes d'éclairage qui semblaient défier l'époque. Et pourtant, ces témoignages furent relégués dans la catégorie des légendes. Ce qui est le plus troublant, ce n'est pas seulement la disparition de ces textes, mais la manière dont certains ont été réécrits. Les récits originaux, lorsqu'ils parvenaient en Europe, étaient souvent retravaillés par des traducteurs ou des éditeurs. Des passages entiers disparaissaient ainsi, jugés invraisemblables ou dangereux. D'autres étaient édulcorés, transformés en anecdotes exotiques destinées à satisfaire la curiosité du public sans remettre en cause l'ordre établi. Ainsi, ce qui nous reste aujourd'hui ressemble davantage à des reflets atténués qu'à des témoignages authentiques. Il existe un exemple frappant, celui d'Athanasius Kircher, savant jésuite du XVIIe siècle, passionné par les civilisations disparues. Dans ses ouvrages, il évoquait des traditions anciennes liées à un savoir oublié, des récits de peuples possédant des connaissances surprenantes en astronomie, en géométrie et en ingénierie. Certains de ses écrits font allusion à la Tartarie comme à un espace où se concentraient des savoirs mystérieux. Mais ces passages, dans les éditions ultérieures, furent supprimés, comme si le nom même de Tartarie devait disparaître, effacé d'un coup de plume. Les voyageurs russes du XIXe siècle rapportant également des récits étonnants. Au fil de leurs expéditions, ils découvraient des ruines colossales en Sibérie, des enceintes de pierre dont l'origine semblait dépasser toute explication. Certains parlaient de tunnels creusés dans le permafrost, de structures souterraines inconnues. Pourtant, ces récits en furent minimisés, décrits comme des exagérations dues à l'imagination ou à la fatigue. Très vite, la veille, la version officielle imposa l'idée que la Tartarie n'avait jamais existé, qu'il ne s'agissait que d'un terme vague désignant les terres inexplorées de l'Est. Ce contraste est saisissant. D'un côté, une abondance de récits, de témoignages, d'indices. De l'autre, un silence méthodiquement construit, une réécriture qui réduit tout cela à des illusions, comme si la mémoire d'un monde avait été consciemment effacée. Pourquoi ? La question reste ouverte, et elle nourrit un sentiment d'inquiétude, car si l'on a pu effacer les traces d'un empire entier, que reste-t-il de la vérité historique ? Au fil du temps, certains chercheurs indépendants ont tenté de reconstituer ces chroniques perdues. Ils rassemblent des fragments épars, une lettre de missionnaire oubliée dans une bibliothèque d'archives, une mention marginale dans un dictionnaire ancien, une carte annotée d'un géographe. Ce travail ressemble à une archéologie de l'écrit, où chaque mot retrouvé devient une preuve fragile d'un passé effacé. Ce qui frappe, c'est la cohérence de ces fragments. Tous parlent d'un monde organisé, avancé, complexe, bien éloigné de l'image que l'on nous transmet d'une Asie centrale chaotique, peuplée uniquement de tribus nomades. Les voyageurs décrivaient des routes pavées, des canaux, des systèmes administratifs élaborés. Tout cela suggère qu'une structure impériale ou civilisationnelle avait bel et bien existé. L'effacement de ces chroniques nous rappelle que l'histoire est un récit fragile, vulnérable au choix de ceux qui l'écrivent. Car ce n'est pas seulement la disparition physique des textes qui interroge, mais aussi la sélection volontaire de ce qui mérite d'être retenu ou oublié. Dans ce jeu d'ombres et de lumière, la Tartarie semble s'être glissée du côté de l'oubli imposé. Et pourtant l'absence laisse une trace. Chaque témoignage disparu devient une question, chaque chronique effacée une énigme. Dans les bibliothèques anciennes, dans les marges des cartes, dans les notes des savants, subsiste ce nom interdit, Tartarie, comme une cicatrice sur le corps de l'histoire. Lorsque les cartes se taisent et que les chroniques disparaissent, il reste parfois les pierres. Elles se dressent dans le silence des steppes, au milieu des plaines désolées, ou au cœur de villes encore vivantes, comme des témoins muets d'un âge que l'on ne parvient pas à situer.
Les cités attribuées à la Tartarie font partie de ces mystères. Elles apparaissent dans des récits anciens, dans des gravures oubliées, parfois même dans des ruines que l'on peut encore contempler. Et toujours elles semblent déborder du cadre chronologique que nous leur assignons, comme si elles appartenaient à un autre temps, un autre savoir, un autre monde. Les voyageurs du XVIIe siècle décrivaient Troyes des villes aux dimensions inouïes, des avenues si larges qu'elles semblaient enclotaillées pour des foules innombrables, des places monumentales bordées de colonnades et de palais. Certains évoqués sentaient des dômes métalliques scintillant au soleil, rappelant à la fois Byzance et Moscou, mais dans des régions supposées dépourvues d'urbanisation. Ces récits, souvent relégués au rang de fantasmes, se retrouvent pourtant corroborés par des traces archéologiques dispersées. Dans plusieurs zones de Sibérie et d'Asie centrale, on a retrouvé des fondations de pierre, dont la taille et la régularité dépassent ce que l'on attribue habituellement aux cultures locales. Les forteresses étoilées constituent l'un des exemples les plus troublants. Ces structures géométriques, visibles parfois seulement depuis le ciel, dessinent des plans en étoiles parfaits, composés de bastions, de fossés et de remparts. On en retrouve des dizaines, de l'Europe orientale à la Sibérie, mais leur origine demeure floue. La plupart sont attribués aux empires européens des XVIIe et XVIIIe siècles, mais certains chercheurs notent que certaines datations pourraient remonter bien plus loin. Leur précision géométrique, leur ampleur et le fait qu'elles soient parfois situées dans des zones isolées nourrissent l'idée d'une civilisation maîtrisant à la fois la science des proportions et la logistique d'une construction monumentale. Ces citadelles, qui semblent surgir d'une pensée rationnelle avancée, sont pour certains le vestige matériel de la Tartarie. L'architecture des villes tartares, telle qu'elle transparaît dans les gravures anciennes, se caractérise par un mélange déroutant. On y distingue des éléments rappelant l'architecture islamique avec ses coupoles et ses minarets élancés, mais aussi des influences byzantines, chinoises et européennes. Ce syncrétisme architectural défie les catégories habituelles. Comment expliquer qu'une culture prétendument nomade ait pu édifier des ensembles urbains si complexes, capables de rivaliser avec les plus grandes capitales de leur temps? Des récits missionnaires évoquent des cités parcourues par des canaux et des aqueducs, rappelant les réalisations romaines. D'autres parlent de tours de guet immenses, dont la hauteur défiait les possibilités des matériaux connus. Ces descriptions, souvent effacées ou minimisées, évoquent un monde où l'ingénierie n'était pas un savoir marginal, mais le cœur même de la vie collective. L'un des mystères les plus persistants concerne l'usage de matériaux inhabituels. Certains fragments d'édifices découverts en Asie centrale présentent une résistance étonnante aux intempéries. Des pierres polies, imbriquées avec une précision telle qu'aucun mortier n'était nécessaire, rappellent les murs cyclopéens d'Amérique du Sud. Ces techniques, qui semblent surgir de contextes très éloignés, interrogent. Existait-il des échanges de savoir à une échelle mondiale bien avant l'époque moderne? Ou bien assistons-nous aux traces d'une même source oubliée, un foyer de connaissances partagé par des civilisations que nous croyons séparées? Les voyageurs persans, eux, racontaient des palais décorés de mosaïques aux reflets changeants, des jardins aménagés selon des géométries sacrées, où l'eau circulait en réseaux savamment étudiés. Ces jardins rappellent à la fois les conceptions islamiques du paradis et les tracés mandaliques de l'Inde. Une fois encore, la Tartarie se dessine comme un lieu de rencontre, une civilisation carrefour où des savoirs multiples se sont entrecroisés. Mais ce carrefour, aujourd'hui, n'existe plus que dans des fragments incertains. Il existe aussi un autre niveau d'étrangeté, celui des édifices trop grands pour les époques auxquelles on les attribue. Dans certaines régions de Russie et de Mongolie, des structures colossales, partiellement détruites, laissent penser qu'elles furent construites pour accueillir des foules d'une ampleur inconnue. Des halls immenses, aux proportions écrasantes, donnent l'impression que les bâtisseurs avaient prévu des usages qui nous échappent. On a parfois avancé l'hypothèse que ces constructions servaient à canaliser l'énergie, à recueillir des forces naturelles, à fonctionner comme des machines autant que comme des lieux d'habitation. Hypothèse fragile mais qui revient régulièrement tant la forme de certaines architectures semble dépasser la simple fonction résidentielle ou défensive. La question de l'énergie est d'ailleurs centrale. Plusieurs gravures anciennes représentant des villes tartares montrent des flèches métalliques, semblables à des paratonnerres surmontant des coupoles. Certains chercheurs alternatifs y voient la preuve d'un usage ancien de l'électricité atmosphérique,
Selon cette vision, les cités de la Tartarie auraient fonctionné comme des réseaux énergétiques intégrés, exploitant des principes que nous commençons à redécouvrir seulement aujourd'hui. Ce qui paraît être un ornement pourrait avoir été une technologie. Si cela est vrai, alors les cités tartares n'étaient pas seulement des lieux de vie, mais des points d'articulation d'un réseau énergétique mondial. Le mystère ne s'arrête pas aux édifices visibles. Des légendes locales, recueillies par les ethnographes russes, parlent de villes souterraines, de tunnels reliant des cités éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Ces récits, souvent considérés comme des mythes populaires, trouvent parfois un écho dans des découvertes archéologiques. Cavités, galeries, structures souterraines artificielles dont la fonction reste inexpliquée. Étaient-ce des refuges contre les hivers extrêmes, des entrepôts, ou bien les vestiges d'une organisation souterraine plus complexe? Les réponses se perdent dans l'obscurité des archives et des sols gelés. À travers toutes ces images, gravures, récits, ruines, se dessine un paradoxe. Plus on cherche à comprendre la Tartarie, plus elle échappe. Cette cité semble appartenir à une temporalité hybride, trop avancée pour l'époque où on les situe, mais trop ancienne pour correspondre aux révolutions industrielles modernes. Elles flottent dans un entre-deux, comme si elles avaient surgi d'une chronologie alternative, effacée au profit de celle que nous connaissons. Les villes de la Tartarie, si elles ont existé, n'étaient pas seulement des lieux de résidence ou de commerce. Elles semblent incarner une vision du monde où architecture, science et spiritualité étaient indissociables. Chaque dôme, chaque flèche, chaque étoile de forteresse était peut-être porteur d'un savoir oublié, d'une fonction que nous ne comprenons plus. Ce sont des cités impossibles parce qu'elles refusent de s'inscrire dans le récit linéaire que nous imposons au passé. Elles dérangent car elles obligent à repenser ce que nous croyons savoir du temps, du progrès, de la mémoire. Et si ces cités n'étaient pas des exceptions, mais les traces résiduelles d'un monde entier, effacées de nos cartes et de nos livres? Et si leurs proportions, leurs formes et leurs matériaux portaient encore en silence les indices d'une connaissance perdue? Alors la Tartarie ne serait plus seulement un nom oublié, elle deviendrait la clé d'un passé que nous n'avons jamais appris à lire. Les cités attribuées Tratam à la Tartarie semblent défier les cadres de l'histoire. Leurs formes, leurs proportions, leurs plans révèlent plus qu'un savoir architectural. Elles suggèrent une compréhension intime des forces invisibles qui traversent le monde. Au sommet de ces édifices, l'œil est attiré par des motifs récurrents, des dômes immenses, lisses ou nervurés, et des flèches métalliques dressées vers le ciel. On les retrouve sur les gravures anciennes, dans les récits pochis de voyageurs, mais aussi sur des monuments qui subsistent encore, disséminés à travers la Russie, l'Asie centrale et même certaines régions d'Europe. Ces éléments ne sont pas de simples ornements. Leur répétition, leur précision, leur récurrence invitent à penser qu'ils avaient une fonction, peut-être liée à une technologie énergétique aujourd'hui oubliée. Le dôme, dans de nombreuses traditions, symbolise la voûte céleste. Il relie la Terre au ciel, l'humain au cosmos, mais au-delà de cette dimension symbolique, il existe des propriétés physiques propres à sa forme. Le dôme concentre, canalise, amplifie. Il capte les vibrations, les sons, mais aussi les charges électriques présentes dans l'atmosphère. Depuis l'Antiquité, on connaît la capacité des structures arrondies à renforcer la résonance, à créer des zones de focalisation d'énergie. Les dômes des édifices tartares, tels qu'ils apparaissent dans les gravures ou sur certains monuments conservés, semblent avoir été conçus selon ce principe. Au sommet de ces dômes, on retrouve souvent une pointe, une sphère ou une flèche métallique. Dans l'architecture moderne, ces formes sont associées aux paratonnerres, mais ceux-ci n'existaient pas officiellement avant l'invention attribuée à Benjamin Franklin au XVIIIe siècle. Comment expliquer alors que des édifices bien antérieurs possédaient déjà de tels dispositifs? S'agissait-il simplement de symboles religieux, ou bien ces flèches remplissaient-elles une fonction technique permettant de capter et de distribuer l'énergie atmosphérique? Certains chercheurs indépendants avancent pour l'hypothèse que les cités tartares utilisaient l'électricité naturelle de l'atmosphère. L'air saturé en charge électrostatique aurait été capté par les flèches métalliques, concentré par les dômes, puis redistribué dans les bâtiments. Cela expliquerait la présence de certains dispositifs mystérieux dans les édifices anciens, cavités métalliques, conduits de verticaux, structures creuses. Ces éléments, loin d'être décoratifs, auraient en formé un réseau énergétique intégré. Les récits des voyageurs semblent parfois aller dans ce sens. Des missionnaires européens du XVIIe siècle notaient que certaines cités tartares semblaient illuminées d'une étrange clarté,
même lorsque les torches ou les chandelles n'étaient pas visibles. D'autres mentionnaient pendant un temps des mécanismes permettant de chauffer de vastes salles sans feu apparent. Ces témoignages, bien que rares et fragmentaires, nourrissent l'idée d'un usage ancien d'une énergie non conventionnelle, oubliée depuis. Il existe aussi un lien troublant avec les expositions universelles du XIXe siècle. Ces immenses événements, organisés à Paris, Londres, Chicago ou Saint-Pétersbourg, présentaient au public des palais éphémères aux dômes gigantesques, surmontés de flèches et de sphères métalliques. Officiellement, ces bâtiments étaient de simples prouesses architecturales temporaires, destinées à émerveiller. Mais certains chercheurs voient dans ces expositions la réutilisation de savoirs plus anciens, hérités d'une civilisation oubliée. Les dômes et les flèches de ces structures rappellent étrangement celles que l'on associe à la Tartarie. Et les photographies d'époque laissent parfois entrevoir des dispositifs électriques installés dans des bâtiments qui auraient dû être purement décoratifs. Le mystère s'approfondit lorsque l'on considère les propriétés acoustiques des dômes. Dans de nombreuses cathédrales et mosquées, la forme arrondie amplifie les sons, créant des effets de résonance et de propagation qui défient l'acoustique moderne. Certains chercheurs avancent que ces propriétés n'étaient pas seulement recherchées pour l'esthétique ou la liturgie, mais pour leur capacité à modifier l'énergie ambiante. Les vibrations sonores, combinées aux charges électriques captées par les flèches, auraient pu générer des phénomènes que nous commençons seulement à redécouvrir avec la physique moderne. Des récits locaux, en Russie et en Asie centrale, parlent de dômes qui chantaient lorsqu'un orage éclatait. Les habitants décrivaient parfois des vibrations étranges d'auprès d'eux, des lueurs émanant des sommets des édifices. Ces légendes, trop facilement rejetées comme des superstitions, pourraient en être le souvenir déformé d'un usage énergétique ancien. Il est également fascinant de constater que les dômes tartares présentent souvent des proportions harmonieuses liées au nombre d'or à la géométrie sacrée. Cette précision mathématique n'était pas seulement esthétique, elle permettait de renforcer les propriétés de résonance, de concentrer les flux invisibles. Les bâtisseurs semblaient posséder une connaissance profonde de l'interaction entre forme, matière et énergie. Une connaissance qui, aujourd'hui, se réduit à quelques spéculations. Si ces architectures avaient réellement une fonction énergétique, elles auraient pu alimenter les cités en lumière, en chaleur, voire en moyens de communication que nous ne pouvons qu'imaginer. Cela expliquerait pourquoi certains récits anciens décrivent des villes brillantes où les habitants jouissaient d'un confort inattendu pour leur époque. Cela expliquerait aussi pourquoi de tels savoirs ont été effacés. Une technologie libre, puisée directement dans l'atmosphère, aurait représenté une menace pour l'ordre établi basé sur le contrôle des ressources. Il reste cependant peu de preuves tangibles. Les édifices qui subsistent ont souvent été reconstruits, modifiés, restaurés selon les codes modernes. Les flèches métalliques ont été remplacées, les cavités scellées, les matériaux altérés. Mais parfois un détail subsiste, une sphère au sommet d'un dôme, une pointe trop fine pour être purement décorative, un conduit vertical qui ne mène nulle part. Autant de fragments qui laissent deviner une fonction oubliée. Les dômes et les flèches de la Tartarie nous parlent donc moins d'un style architectural que d'une vision du monde. Ils suggèrent que l'énergie, invisible et diffuse, était considérée comme un élément central de la vie collective. Plutôt que de l'extraire des entrailles de la terre, on l'a capté directement dans le ciel. Plutôt que de brûler, on concentrait. Plutôt que de consommer, on harmonisait. Cette approche, si elle a réellement existé, change notre perception de ce que pouvait être une civilisation avancée. Non pas une société de conquête matérielle, mais une culture de l'équilibre avec les forces naturelles. Dans le silence des monuments restants, on croit entendre encore la résonance des dômes, le crépitement des flèches, le souffle d'une énergie perdue. Comme si ces formes, au-delà du temps, continuaient à parler de ce que nous avons oublié. Et peut-être de ce que nous pourrions retrouver. Lorsque l'on contemple les photographies anciennes des expositions universelles du XIXe siècle, une impression étrange surgit. Ces événements organisés à Paris, Londres, Chicago, Vienne ou Saint-Pétersbourg étaient censés célébrer le progrès industriel et scientifique de leur époque. Ils présentaient des machines à vapeur, des inventions, des démonstrations de la puissance moderne. Mais ce qui attire le regard, ce ne sont pas seulement les objets exposés, c'est l'écrin qui les contenait. D'immenses palais,
aux dômes monumentaux, aux colonnades infinies, aux flèches métalliques s'élançant vers le ciel. Des architectures si vastes, si raffinées, qu'elles semblent appartenir à une autre époque. Les archives photographiques montrent des édifices qui auraient pu rivaliser avec les plus grandes cathédrales, mais construits en un temps record, parfois quelques mois à peine. On les érigeait pour l'exposition, on les remplissait de merveilles techniques, puis, après l'événement, on les détruisait. C'est du moins ce que raconte l'histoire officielle. Mais comment expliquer qu'on ait pu construire des bâtiments aussi colossaux, aux matériaux si nobles, simplement pour les réduire en poussière après quelques semaines d'usage? Le coût, l'effort, le savoir-faire nécessaire dépassaient de loin les capacités habituelles de l'époque. Certains chercheurs alternatifs avancent une hypothèse troublante. Et si ces palais n'avaient pas été construits ex nihilo pour les expositions, mais récupérés, restaurés, réaffectés? Selon cette lecture, les expositions universelles auraient servi à présenter au public les reliques d'une civilisation disparue, la Tartarie, sous le masque du progrès moderne. Les édifices aux dômes immenses et aux flèches branchies métalliques, dont l'origine se perd dans les brumes, auraient été attribués à la créativité industrielle du XIXe siècle, alors qu'ils étaient peut-être bien plus anciens. Le Palais des Machines à Paris, le Crystal Palace de Londres, le Manufacture and Liberal Arts Building de Chicago, le Grand Palais de Saint-Pétersbourg. Autant de structures qui, par leur ampleur et leur style, rappellent étrangement les cités tartares décrites dans les gravures anciennes. De vastes halls soutenus par des charpentes métalliques gigantesques, des verrières s'étendant sur des hectares, des coupoles aux proportions parfaites. Les récits officiels insistent sur la prouesse des ingénieurs modernes, capables de bâtir en si peu de temps de telles merveilles. Mais certains détails interrogent. Comment expliquer la disparition quasi totale de ces bâtiments, détruits sous prétexte qu'ils étaient temporaires, alors même qu'ils auraient pu servir de monuments durables? À Chicago, en 1893, l'exposition universelle a présenté ce qu'on a appelé la White City, une ville entière, composée de palais, de temples, de boulevards, tous édifiés dans un style néoclassique monumental. Construite en 2 ans seulement, elle a émerveillé des millions de visiteurs, mais très vite, la plupart des bâtiments furent détruits, brûlés ou laissés à l'abandon. Ce qui reste dans les archives photographiques, c'est l'image d'une cité qui semble surgir d'un rêve antique, trop parfaite pour être simplement temporaire. Certains chercheurs y voient un écho des cités tartares, des architectures réutilisées, maquillées en créations modernes, puis détruites pour effacer leur origine. Les expositions universelles étaient aussi des lieux de démonstration technologique. L'électricité y tenait une place centrale. À Paris en 1889, la tour Eiffel servit d'antenne géante pour des expérimentations électriques. À Chicago, des systèmes d'éclairage illuminaient la White City de manière spectaculaire. Mais ce qui fascine, c'est l'étrange ressemblance entre les dispositifs de ces expositions et ceux que l'on suppose liés aux architectures tartares. Les dômes surmontés de sphères métalliques, les antennes, les réseaux de câbles. Autant d'éléments qui évoquent une technologie de captation et de diffusion de l'énergie atmosphérique. Était-ce une redécouverte, une réutilisation, ou la mise en scène d'un savoir ancien sous un vernis de modernité? Certains témoignages de visiteurs rapportent des impressions singulières. Des salles immenses, parfaitement éclairées, sans que l'on perçoive toujours la source de la lumière. Des bâtiments chauffés d'une manière mystérieuse, sans foyers apparents. Des effets sonores étranges, amplifiés par l'architecture elle-même. Ces détails à l'époque passaient pour des merveilles techniques, fruits de l'ingéniosité industrielle. Mais si l'on relit ces récits à la lumière du mystère tartare, ils prennent une autre dimension. Et si les expositions universelles avaient en réalité été des démonstrations de reliques technologiques, héritées d'un monde effacé? Il existe un autre aspect troublant, la récurrence des destructions. Presque toutes les grandes structures des expositions universelles ont disparu, souvent peu de temps après leur construction supposée. Incendies, démolitions, accidents, comme si une nécessité impérieuse poussait à faire disparaître ces édifices. L'argument officiel est toujours le même. Il s'agissait de constructions temporaires réalisées avec des matériaux fragiles. Mais en observant les photographies, les plans et les témoignages, on peine à croire que de telles merveilles n'ayant été conçues que comme des décors passagers. Les expositions universelles ne servaient-elles pas aussi à réécrire l'histoire ? Elles présentaient au public une vision du progrès où l'Occident industriel apparaissait comme l'apogée de l'humanité.
Mais si certains des bâtiments exposés étaient en réalité des héritages d'une civilisation antérieure, alors ces événements auraient en effet joué un rôle de camouflage. On aurait attribué au XIXe siècle ce qui appartenait peut-être à une mémoire bien plus ancienne. Ainsi, la Tartarie aurait été dissimulée sous les abyebeux du progrès. Ce lien entre les expositions universelles et la Tartarie est renforcé par l'étrange familiarité entre certains bâtiments encore existants et les structures de ces expositions. Le Capitole de Washington, le Panthéon de Paris, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, tous présentent ces dômes monumentaux, ces colonnades infinies, ces flèches qui rappellent le style exposition. Or, si ces formes sont si récurrentes, c'est peut-être parce qu'elles étaient héritées d'un modèle plus ancien, un langage architectural universel dont la Tartarie aurait été l'un des gardiens. Les expositions universelles n'étaient donc plus qu'une vitrine du progrès. Elles étaient peut-être des scènes où se jouait une pièce plus profonde, la transformation d'un héritage en spectacle, la réaffectation de vestiges en merveilles modernes, la réécriture de la mémoire collective. Sous les regards émerveillés des foules, un monde ancien disparaissait une seconde fois, englouti non par le temps, mais par la narration officielle. Dans les archives de West End, il reste encore des photographies sépia de ces palais disparus. On y voit des dômes qui brillent au soleil, des flèches canons qui semblent capter l'air, des façades ornées de détails impossibles à reproduire en si peu de temps. Ces images, figées, résonnent comme des fenêtres ouvertes sur un passé dissimulé. Elles posent une question insistante. Avons-nous assisté, sans le savoir, à la mise en scène de la disparition d'une civilisation entière ? Lorsque l'on observe les édifices attribués à la Tartarie, une énigme se répète. Beaucoup semblent partiellement ensevelis, comme si la terre elle-même avait décidé de les recouvrir. Les fondations disparaissent sous plusieurs mètres de sédiments, les portes autrefois majestueuses se retrouvent en partie enterrées et les fenêtres du rez-de-chaussée deviennent les ouvertures d'un sous-sol inexpliqué. Ce phénomène, observable dans des dizaines de villes à travers le monde, a nourri une hypothèse dérangeante, celle d'un cataclysme global, un gigantesque déluge de boue qui aurait enseveli des cités entières et effacé de la mémoire humaine une civilisation entière. L'idée du déluge de boue est souvent rejetée par les historiens officiels. On y voit une exagération, une lecture fantaisiste de phénomènes naturels plus modestes. Glissements de terrain, inondations locales, érosion lente. Pourtant, certains éléments persistent, trop nombreux et trop cohérents pour être réduits à de simples accidents. Sections isolées. Dans plusieurs capitales européennes et asiatiques, on retrouve ce même schéma. Bâtiments classiques datés du XVIIIe ou XIXe siècle, dont les premiers étages semblent en réalité enterrés sous une couche de terre arrivée après leur construction. Des escaliers mènent aujourd'hui vers des portes en contrebas, des fenêtres donnent directement sur le sol, comme si la ville avait été submergée par une vague de boue qui s'est ensuite solidifiée. À Saint-Pétersbourg, ce phénomène est particulièrement frappant. Des palais entiers, construits dans un style monumental, montrent des traces évidentes d'ensevelissement. Les chroniques officielles parlent de sols instables, de travaux d'urbanisme, mais certaines observations laissent penser que la ville tout entière a été recouverte en partie par une couche de terre et de limon, obligeant à déblayer et à reconstruire. Des photographies du XIXe siècle montrent des rues où l'on creusait pour dégager des façades, révélant des portes et des fenêtres plusieurs mètres en dessous du niveau actuel. Moscou, Paris, Rome, Istanbul, mais aussi des villes d'Amérique et d'Asie centrale présentent dans des indices similaires. Partout l'on retrouve des sous-sols transformés en rez-de-chaussée, des bâtiments dont la partie inférieure semble avoir été avalée par la terre. Si l'on additionne tous ces cas, on obtient un tableau inquiétant. Il ne s'agirait plus de phénomènes locaux, mais d'un événement d'ampleur planétaire ayant recouvert des cités entières d'une boue mystérieuse. Certains chercheurs indépendants avancent l'idée que ce cataclysme aurait eu lieu au XIXe siècle, bien plus récemment que ce que l'on imagine. Les traces photographiques, les témoignages de travaux urbains semblent aller dans ce sens. Une catastrophe mondiale, effacée des récits officiels, aurait servi de ligne de partage entre deux mondes, celui de la Tartarie et celui de la modernité industrielle. Le déluge aurait enseveli les cités tartares, détruit leur infrastructure et permis la réécriture complète de l'histoire. Les hypothèses sur l'origine de ce cataclysme varient. Certains parlent de tremblements de terre successifs, libérant des masses de boue accumulées dans le sol.
D'autres évoquent l'explosion de volcans géants projetant des cendres et des pluies acides qui auraient transformé le sol en marée visqueuse. Il existe aussi des récits plus ésotériques, selon lesquels l'humanité aurait été frappée par une déstabilisation globale du champ magnétique terrestre, entraînant des bouleversements climatiques et des pluies torrentielles capables de liquéfier les sols. Quelle qu'en soit la cause, le résultat aurait été le même: des villes englouties, des populations décimées et une mémoire effacée. Les légendes locales, en de nombreux endroits, semblent faire écho à ce souvenir. En Russie, on raconte encore des histoires de cités englouties de par la boue, d'églises dans le calme dont seuls les clochers dépassaient des vagues de terre. En Europe, d'un certain conte parle de villages disparus sous une tempête de poussière et de limon, avalés en une nuit. En Asie centrale, les mythes évoquent des mers de boue où l'on s'enfonçait sans retour. Ces récits, trop disparates pour être totalement inventés, pourraient en être les échos déformés d'un événement réel. Il est frappant de constater que les archives officielles du XIXe siècle sont étrangement silencieuses sur ce point. Peu de journaux, peu de chroniques mentionnent un tel désastre, alors même que les photographies et les plans urbains en montrent les conséquences. Certains chercheurs y voient une censure volontaire, une décision politique de taire la catastrophe afin de reconstruire une narration historique cohérente. Ainsi, la mémoire du déluge de boue aurait été effacée, laissant place à l'idée d'un XIXe siècle linéaire, marqué par le progrès et la révolution industrielle. Pourtant, l'observateur attentif peut encore voir les traces. Dans les villes anciennes, il suffit parfois de descendre dans une cave pour se rendre compte qu'elle ressemble à un étage complet. Les voûtes, les fenêtres murées, les portes donnant sur la terre battue témoignent d'un monde englouti. Ce que nous appelons aujourd'hui sous-sol pourrait en réalité être les véritables rez-de-chaussée d'une architecture plus ancienne. Certains indices archéologiques vont plus loin. Dans des régions reculées de Sibérie et d'Asie centrale, on retrouve des structures massives partiellement enfouies, comme si une vague gigantesque avait recouvert la Terre. Les fouilles révèlent que des couches de limon compactes, sans explication géologique claire. Dans certains cas, des objets du quotidien, poteries, outils, fragments métalliques, sont retrouvés piégés dans ces couches, témoignant d'une vie brusquement interrompue. Le déluge de boue, s'il a réellement eu lieu, aurait eu des conséquences immenses. Il aurait détruit les infrastructures d'une civilisation avancée, effacé ses archives, dispersé ses populations. Les survivants auraient été contraints de repartir de zéro, de reconstruire sur les ruines partiellement dégagées. Ainsi, l'histoire moderne pourrait être née d'une catastrophe dont nous avons perdu le souvenir. Cette hypothèse explique aussi pourquoi tant de bâtiments du XIXe siècle semblent disproportionnés par rapport à leur usage. Des palais administratifs gigantesques, des gares monumentales, des théâtres aux proportions colossales. On les attribue au génie des architectes modernes, mais peut-être ne sont-ils que des vestiges restaurés, réutilisés après le cataclysme. Le déluge de boue aurait recouvert ces structures, et les générations suivantes les auraient pensées à les dégager pour les adapter à leurs besoins, tout en attribuant leur origine au siècle en cours. Ce scénario n'est pas sans rappeler d'autres traditions plus anciennes. Le mythe biblique du déluge, les récits mésopotamiens de Gilgamesh, les légendes amérindiennes ou asiatiques de terres englouties par des flots soudains. Tous parlent d'un cataclysme qui recouvre le monde. Peut-être ces récits sont-ils des échos multiples d'événements récurrents, où la terre se soulève, où l'eau et la boue ensevelissent dans quoi des civilisations entières. La Tartarie, si elle a existé, aurait pu être la dernière victime de cette cyclicité des désastres. L'hypothèse du déluge de boue dérange car elle implique que notre histoire récente est fondée sur un oubli massif, volontaire ou non. Elle suggère que le XIXe siècle ne fut pas seulement le temps du progrès, mais aussi celui d'un recommencement. Et si l'on a effacé le souvenir de cette catastrophe, ce n'est peut-être pas seulement par peur du chaos, mais pour masquer la disparition d'un monde trop différent, trop avancé, trop inconciliable avec la nouvelle ère qui s'ouvrait. Dans les strates silencieuses des villes anciennes, dans les sous-sols transformés en rez-de-chaussée, dans les palais ensevelis jusqu'à mi-hauteur, repose encore l'énigme du déluge de boue. Une énigme qui relie les pierres aux légendes, les archives effacées aux photographies oubliées et qui continue d'éveiller la question la plus troublante. Avons-nous bâti notre modernité sur les ruines d'un monde englouti que nous refusons de voir ? Au cœur de l'énigme tartare ne se trouvent mentionnement pas seulement des cités et des ruines, mais des hommes et des femmes, des peuples dont la mémoire s'est dissoute comme un écho dans le vent des steppes.
Lorsque l'on prononce le mot « tartare », les images qui surgissent sont souvent floues, imprécises, teintées par des siècles de stéréotypes. Pour les uns, ce sont des cavaliers sauvages, surgissant des plaines comme une marée destructrice. Pour d'autres, ce sont des tribus éparses, vivant aux marges des grands empires. Mais la vérité semble plus complexe, plus insaisissable. Les chroniques anciennes, arabes, persanes, chinoises et européennes, évoquent tour à tour des confédérations puissantes, des royaumes structurés et des peuples organisés selon des principes que nous comprenons mal. Dans les récits médiévaux occidentaux, les Tartares étaient tantôt confondus avec les Mongols, tantôt distingués comme un peuple à part. Marco Polo, dans son voyage vers l'Orient, décrit des Tartares, possédant des cités, des forteresses et des institutions solides, bien au-delà de l'image de simples nomades. Mais ces témoignages, avec le temps, furent réduits, simplifiés, absorbés dans une image stéréotypée de barbares sans mémoire. Les chroniques persanes, elles, peignent un tableau plus nuancé. Elles évoquent dans ça des alliances complexes entre tribus, des systèmes de justice, des structures sociales hiérarchisées. Les Tartares y apparaissent non pas comme des sauvages, mais comme des acteurs à part entière du jeu géopolitique de l'époque, capables d'établir des traités, de lever des armées, de bâtir des cités florissantes. Leurs dirigeants, selon ces récits, n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des administrateurs, des stratèges, parfois même des mécènes des arts et des sciences. Les chroniques chinoises, très précises, mentionnent des échanges commerciaux réguliers avec les populations tartares. Elles parlent de caravanes traversant les steppes, de routes pavées menant à des marchés où l'on trouvait des produits venus de lointains horizons, soie, pierres précieuses, fourrures, mais aussi des objets métalliques finement ouvragés. Ce commerce suppose non seulement une richesse matérielle, mais aussi une organisation logistique et politique. Comment imaginer que des peuples capables de maintenir de tels réseaux ne pensaient pas une culture raffinée et avancée? Pourtant, cette image s'est effacée. Au fil du temps, le terme « tartare » est devenu une étiquette fourre-tout, désignant indistinctement tous les peuples d'Asie centrale et de Sibérie. Dans les encyclopédies européennes du XVIIIe siècle, la Tartarisinon. La Tartarie apparaît comme une vaste région peuplée d'innombrables tribus, mais les descriptions sont volontairement floues. Le mot devient une abstraction, une manière de réduire des cultures multiples à un seul nom indistinct, comme si l'on avait voulu effacer leurs identités pour les dissoudre dans une masse indifférenciée. Certaines traditions orales, cependant, résistent encore à cet effacement. Dans les steppes de Mongolie, dans les montagnes de l'Altaï, des légendes parlent de rois tartares, de cités disparues, de temples engloutis par la terre. Ces récits, transmis de génération en génération, conservent l'écho d'un monde disparu. Les bardes et les conteurs évoquent des héros mythiques, des alliances avec des forces invisibles, des savoirs secrets confiés aux prêtres et aux chamans. Même si la frontière entre mythe et réalité est floue, ces traditions entretiennent la mémoire d'une grandeur oubliée. Ce qui est troublant, c'est la récurrence de certains motifs. Partout, les Tartares sont décrits comme des cavaliers exceptionnels, mais aussi comme des bâtisseurs, des savants, des artisans. Les traces archéologiques confirment parfois cette image. Des objets métalliques d'une finesse remarquable, des bijoux travaillés, des armes forgées, avec une maîtrise surprenante. Dans certains sites d'Asie centrale, on a retrouvé des instruments de mesure astronomique, des fragments de mécanismes dont l'usage reste mystérieux. Autant d'indices suggérant un savoir technique avancé, bien éloigné de l'image du nomade primitif. La disparition des Tartares de l'histoire officielle pose question. Pourquoi une telle civilisation, décrite par tant de sources, aurait-elle été réduite à un stéréotype vague? Certains chercheurs pensent que l'effacement fut volontaire, orchestré par les grands empires qui émergèrent au XIXe siècle. La Russie tsariste, la Chine impériale, les puissances européennes avaient tout intérêt à gommer le souvenir d'un empire concurrent capable d'incarner une alternative à leur domination. En effaçant les Tartares, on effaçait aussi leur modèle politique, social et technologique. L'assimilation forcée a joué un rôle majeur. Les populations tartares furent absorbées dans des entités nationales plus vastes, rebaptisées selon de nouvelles identités, Russes, Kazakhs, Mongols, Ouzbeks, Tatars. Les ethnonymes se multiplièrent, fragmentant ce qui fut peut-être une unité plus grande. Dans ce processus, la mémoire collective fut remodelée. Le nom Tartarim disparut des cartes, et avec lui la conscience d'un peuple plus vaste, plus ancien. Mais certaines traces mortielles persistent,
presque malgré elle. Les toponymes, les légendes, les monuments isolés rappellent encore l'existence d'un monde effacé. En Sibérie, certaines églises et forteresses montrent des détails architecturaux qui n'appartiennent ni à la tradition russe ni à la tradition asiatique. Dans les plaines du Kazakhstan, on retrouve des tumulus, des nécropoles, des ensembles funéraires dont la complexité dépasse celle des cultures locales connues. Ces vestiges, trop souvent ignorés, pourraient très bien être les témoins d'une culture organisée, dotée de croyances, de rites, de savoirs particuliers. L'énigme s'épaissit lorsqu'on considère le lien entre les Tartares et la science. Certains récits anciens parlent de savants itinérants, capables de prédire les éclipses, de calculer les cycles des saisons, de construire des instruments mécaniques. Ces descriptions trouvent un écho dans les objets archéologiques découverts çà et là. Astrolabes, sphères armillaires, mécanismes d'horlogerie. Était-ce le signe d'une tradition scientifique autonome, héritée d'un passé encore plus ancien, ou bien d'un carrefour où se rencontraient les savoirs venus de Chine, du Moyen-Orient et d'Europe? La figure du chaman occupe aussi une place centrale dans cette mémoire. Les chamans tartares, selon les récits, n'étaient pas seulement des guérisseurs ou des guides spirituels. Ils étaient les gardiens d'un savoir plus vaste, mêlant médecine, astronomie, cosmologie et technologie. Certains contes parlent de tambours magiques capables de résonner avec les forces de la nature, d'arbres sacrés servant d'antennes pour capter les voix du ciel. Ces descriptions, que l'on lit comme des mythes, pourraient avant cacher une dimension plus concrète. Une connaissance énergétique, une science des forces invisibles que nous commençons seulement à pressentir. Ainsi, derrière l'image figée de cavaliers barbares, se dessine un autre visage, celui d'un peuple complexe, organisé, dépositaire de savoirs anciens. Les Tartares saquois ne seraient pas un simple fragment marginal de l'histoire, mais une pièce maîtresse volontairement effacée. Leur disparition des cartes et des livres ne traduit pas seulement une négligence, mais peut-être une volonté d'effacer un modèle concurrent, porteur d'une vision du monde différente. Leurs cités perdues, leurs récits interdits, leurs dômes mystérieux et leurs traces enfouies dans l'espampouille dans la boue s'assemblent comme les morceaux d'un puzzle inachevé. Les peuples effacés de la Tartarie nous rappellent que la mémoire humaine est fragile, malléable, vulnérable aux décisions politiques comme aux cataclysmes naturels. Ils nous invitent à tendre l'oreille aux murmures des steppes, aux récits des anciens, aux pierres qui affleurent encore sous la terre. Car dans ces fragments, peut-être subsiste encore l'écho d'une humanité plus vaste que celle que nous croyons connaître. Si l'on croit les fragments qui nous parviennent encore, la Tartarie ne se distinguait pas seulement par ses cités monumentales et ses peuples effacés, mais aussi par des inventions dont les échos persistent comme des rumeurs impossibles. Ces machines silencieuses, à la fois fascinantes et insaisissables, peuplent les récits anciens. Elles apparaissent dans les chroniques persanes, dans les témoignages des voyageurs européens, dans les légendes sibériennes, mais aussi dans certains objets retrouvés au hasard des fouilles. Des machines qui semblent surgir d'un autre temps, trop avancées pour l'époque, trop mystérieuses pour que nous les comprenions pleinement. Certains voyageurs arabes du Moyen-Âge rapportaient dans l'existence de systèmes hydrauliques complexes capables d'irriguer de vastes régions arides. Des roues gigantesques, mues par la force des fleuves, alimentaient des canaux savamment tracés, permettant la culture dans des zones autrement stériles. Mais ce qui surprenait le plus, selon ces récits, était la précision des mécanismes, engrenages d'une finesse étonnante, matériaux résistants, systèmes d'ouverture et de fermeture automatisés. Ces descriptions, trop détaillées pour n'être que des métaphores, laissent deviner une ingénierie avancée, aujourd'hui oubliée. Les missionnaires européens, quant à eux, évoquaient des salles chauffées sans foyer, des ateliers illuminés sans chandelles. Certains décrivaient des globes lumineux, suspendus au plafond qui éclairaient les pièces d'une lueur douce et constante. Était-ce une exagération, une tentative d'impressionner leurs lecteurs, ou bien le souvenir de dispositifs électriques dont la fonction nous échappe? Si l'on accepte l'idée que les dômes et les flèches des cités tartares pouvaient capter l'énergie atmosphérique, alors ces globes lumineux deviennent soudain plausibles, des récepteurs diffusant l'énergie recueillie dans le ciel. Il existe aussi des rumeurs de machines de transport. Des chroniques sibériennes parlent de chariots qui avançaient sans chevaux, glissant silencieusement sur des routes pavées. D'autres récits, plus étonnants encore, évoquent des traîneaux capables de se mouvoir sur la neige sans traction animale, comme poussés par une force invisible. Ces descriptions rappellent étrangement nos technologies modernes, véhicules électriques, systèmes de propulsion magnétique.
mais elles sont situées dans des siècles où de tels dispositifs n'auraient pas dû exister. S'agit-il d'une invention locale, d'une transmission oubliée, ou du souvenir d'un monde dont les savoirs dépassaient ce que nous croyons possible? Les archives russes du XIXe siècle contiennent des mentions troublantes. Certaines expéditions rapportaient pour la découverte de pièces métalliques parfaitement usinées, enfouies dans des couches de sol que l'on croyait anciennes. Des fragments d'engrenages, des cylindres creux, des plaques percées de trous réguliers. Officiellement, ces objets furent classés comme anomalies ou détruits. Mais certains chercheurs modernes affirment que ces fragments pourraient bien être les vestiges de machines tartares, ensevelies lors du supposé déluge de boue. Le silence qui entoure ces inventions est presque aussi fascinant que leur existence supposée. Les récits qui en parlent sont souvent incomplets, fragmentaires, interrompus comme si une main invisible avait effacé les passages les plus importants. Dans certains cas, les manuscrits présentent des lacunes étranges, des pages manquantes précisément là où l'auteur abordait des descriptions techniques. Dans d'autres, les traductions ont déformé les mots, transformant un mécanisme en jouet, un dispositif en curiosité. Comme si le langage lui-même avait servi à dissimuler la portée de ces témoignages. Les légendes populaires perpétuent également le souvenir de ces machines. Dans certaines régions de l'Altaï, on raconte l'existence de tours chantantes, capables de produire un son continu, profond, qui résonnait dans toute la vallée. Ces tours auraient servi à communiquer entre cités éloignées, utilisant la résonance pour transmettre des messages. Dans d'autres traditions, il est question de miroirs brûlants, des disques métalliques capables de concentrer la lumière du soleil pour allumer des feux ou faire fondre le métal. Ces récits, considérés comme mythiques, pourraient en être le souvenir déformé d'inventions réelles, intégrées au quotidien d'une civilisation avancée. Il est frappant de constater à quel point ces légendes résonnent avec d'autres énigmes de l'histoire. Les automates de l'Antiquité grecque, les machines hydrauliques décrites par les savants arabes, les mécanismes d'horlogerie découverts en Chine médiévale, partout l'on retrouve des indices d'un savoir mécanique dispersé, oublié, réinventé. La Tartarie aurait-elle été l'un des foyers de ce savoir, ou même son dépositaire principal? Si tel était le cas, alors sa disparition expliquerait pourquoi ces technologies apparaissent par fragments, comme des îlots isolés dans l'océan du temps. Certains chercheurs contemporains, en étudiant les ruines des forteresses étoilées, affirment avoir trouvé des indices de dispositifs intégrés. Les structures en étoiles, par leur géométrie, pouvaient donc analyser non seulement la défense militaire, mais aussi des flux d'air et d'énergie. Des cavités souterraines, reliées par des conduits, auraient pu servir à faire circuler l'air chaud ou l'électricité captée par les flèches métalliques. Ces forteresses ne seraient pas seulement des bastions militaires, mais de véritables machines urbaines, conçues pour gérer l'énergie et protéger les habitants. L'hypothèse des machines silencieuses pose une question vertigineuse. Et si notre modernité n'était pas une innovation linéaire, mais une réinvention partielle d'un savoir déjà maîtrisé par d'autres avant nous? Si des civilisations disparues avaient déjà exploité l'électricité, la résonance sonore, la mécanique de précision, alors ce que nous appelons progrès ne serait qu'une redécouverte, un rappel de ce que nous avions oublié. Le fait que ces machines soient silencieuses dans les récits n'est pas anodin. Elles ne sont pas décrites comme bruyantes, fumantes, polluantes, comme nos machines à vapeur du XIXe siècle. Au contraire, elles semblent harmonieuses, discrètes, intégrées à la vie quotidienne sans la détruire. Leur énergie ne venait pas du charbon ni du feu, mais des forces naturelles elles-mêmes. L'eau, l'air, l'électricité atmosphérique, la lumière. Cette approche suggère une autre vision de la technologie. Non pas comme une conquête violente de la nature, mais comme une collaboration subtile avec ses flux invisibles. Dans ce silence technologique, il y a une poésie troublante. On imagine des villes illuminées sans flammes, des ateliers où les machines tournent sans vacarme, des chariots qui glissent sans chevaux. Un monde où la technique ne se distingue pas de l'harmonie naturelle, où l'invention ne détruit pas mais accompagne. Peut-être est-ce cela que nous avons perdu avec la disparition de la Tartarie. Non seulement des machines, mais une manière d'habiter le monde en équilibre avec ses forces profondes. Les fragments, les récits, les objets dispersés laissent entrevoir ce possible. Mais rien n'était complet, rien n'est certain. Comme si l'histoire avait effacé ces machines avec une précision méthodique, laissant juste assez de traces pour nourrir notre curiosité, mais pas assez pour reconstruire le savoir perdu. Le mystère persiste, silencieux, comme les machines elles-mêmes.
Lorsque l'on cherche la Tartarie dans les archives officielles, on ne trouve presque rien. À peine quelques mentions éparses, vite absorbées dans la catégorie des curiosités géographiques ou des tribus barbares. Pourtant, sur les cartes anciennes, le nom régnait en maître sur la moitié de l'Asie. Comment expliquer cette disparition ? Pourquoi une telle étendue de territoire, associée à une puissance supposée, s'est-elle effacée de nos manuels et de nos mémoires ? Ce silence ne semble pas accidentel. Il évoque plutôt une opération d'effacement, une décision politique, une réécriture de l'histoire orchestrée par les empires qui émergèrent au XIXe siècle. Les grandes puissances de l'époque moderne avaient beaucoup à gagner en faisant disparaître la mémoire de la Tartarie. La Russie, tsariste d'abord, s'étendait vers l'Est avec une avidité insatiable. Les conquêtes sibériennes, commencées dès le XVIe siècle, transformèrent peu à peu les steppes et les forêts en territoires intégrés à l'Empire. Mais pour légitimer cette expansion, il fallait raconter une histoire simple, celle d'une Russie apportant civilisation à des terres barbares et vides de culture. Reconnaître l'existence d'un empire organisé, avancé, occupant déjà ces terres, aurait contredit cette narration. Ainsi, le souvenir de la Tartarie devenait un obstacle politique. La Chine impériale, de son côté, voyait dans les peuples du Nord des rivaux dangereux. Depuis des siècles, les chroniques chinoises alternaient entre récits de conflits, d'alliances et de guerres avec les populations des steppes. Les Mongols, les Mandchous, les confédérations tartares avaient souvent menacé la stabilité de l'empire du Milieu. Lorsque la dynastie mandchoue consolida son pouvoir, il devint essentiel de réécrire l'histoire pour se présenter comme les légitimes maîtres de l'Asie du Nord. L'existence d'une Tartarie puissante et indépendante aurait fragilisé cette légitimité. L'effacement s'imposait, remplacé par une image de peuples épars et subordonnés. L'Europe, enfin, avait ses propres raisons de taire la Tartarie. Au XVIIIe et XIXe siècle, les puissances coloniales cherchaient à imposer leur domination culturelle autant que militaire. Pour ce faire, il fallait construire une hiérarchie des civilisations, l'Occident au sommet, les autres relégués à l'arrière-plan de l'histoire. Reconnaître qu'un empire asiatique, presque inconnu, avait pu rivaliser en grandeur et en savoir avec les plus grandes puissances européennes aurait fissuré ce récit. Ainsi, dans les encyclopédies et les atlas, la Tartarie fut peu à peu réduite à une abstraction, puis rayée complètement. L'outil principal de cet effacement fut la cartographie. Au XVIIe siècle encore, le mot Tartarie recouvrait des étendues immenses. Mais au XIXe siècle, il disparaît des cartes officielles, remplacées par les divisions administratives modernes, Russie, Mongolie, Chine, Kazakhstan. Le territoire, redécoupé et réattribué, perdait son unité. Le nom, lui, sombrait dans l'oubli. C'est ainsi que l'on efface une civilisation, non pas en détruisant seulement ses pierres, mais en redessinant les contours de son monde. Un autre outil fut la réécriture des chroniques. Les récits des voyageurs, autrefois riches de détails sur les Tartares, furent traduits, simplifiés, parfois censurés. Un Marco Polo, par exemple, fut relu à travers un prisme sceptique. Ses descriptions de cités tartares saucitrin florissantes furent réduites à des exagérations de conteurs. Les missionnaires jésuites, qui avaient décrit des forteresses en étoiles et des dômes immenses, furent réinterprétés comme des observateurs naïfs, impressionnés par de simples villages. Dans ce processus, la mémoire d'un empire structuré se dissolvait dans une image de tribu primitive. Les expositions universelles jouèrent également un rôle ambigu. Elles mirent en scène le triomphe du progrès industriel occidental, tout en recyclant des architectures monumentales que certains soupçonnent d'être des reliques plus anciennes. En présentant ces merveilles comme des créations modernes, on effaçait la possibilité qu'elles soient les vestiges d'un empire oublié. L'histoire était ainsi reconfigurée pour célébrer le présent, au détriment du passé. Le silence des archives est encore plus troublant lorsqu'on observe ce qui fut détruit. Des bibliothèques entières, en Russie et en Asie centrale, furent ravagées par les guerres et les incendies du XIXe siècle. Des chroniques locales disparurent, des manuscrits furent perdus, des traditions orales furent étouffées par la russification et la sinisation forcée. Ce qui restait de la mémoire tartare fut dispersé, dilué, absorbé dans d'autres récits. L'effacement n'était pas seulement cartographique ou politique, il était aussi culturel, linguistique, spirituel. Certains chercheurs avancent que cet effacement fut si complet qu'il fut intentionnel. Selon eux, les élites de l'époque auraient décidé de réécrire l'histoire mondiale pour y inscrire la supériorité de leurs empires.
Dans cette perspective, la Tartarie, avec ses cités avancées, ses machines silencieuses, ses dômes énergétiques, représentait une menace. La preuve qu'un autre modèle de civilisation avait existé, peut-être plus harmonieux, peut-être plus libre. Pour imposer un nouveau récit, il fallait supprimer le précédent. Ce n'est pas la première fois que l'histoire efface des empires. L'Atlantide décrite par Platon fut réduite à un mythe. Les civilisations de la vallée de l'Indus furent longtemps ignorées avant d'être redécouvertes. Les cultures mésoaméricaines furent représentées comme barbares, jusqu'à ce que l'on reconnaisse la complexité de leur calendrier et de leurs architectures. L'histoire Mesquexiguas, telle qu'elle nous est transmise, n'est pas une mémoire neutre, c'est une sélection, une construction, parfois une manipulation. La Tartarie pourrait bien être un exemple extrême de cette logique. L'ombre des empires plane donc sur cette disparition. Ce ne sont pas seulement les pierres et les chroniques qui manquent, mais la volonté de reconnaître un monde effacé. Lorsque l'on ouvre les atlas modernes, la Tartarie n'existe plus. Lorsque l'on lit les manuels, elle est à peine mentionnée. Et pourtant, dans les marges des cartes anciennes, dans les récits fragmentés des voyageurs, dans les légendes orales, elle continue d'exister, comme une silhouette cachée derrière les rideaux de l'histoire officielle. Cet effacement nous rappelle que ce que nous appelons « histoire » est toujours écrit par les vainqueurs. Les empires qui se sont partagés la Tartarie au XIXe siècle ont imposé leurs récits, leur chronologie, leur hiérarchie. Dans ce récit, il n'y avait pas de place pour un empire oublié, trop vaste et trop avancé pour se plier à leur vision du monde. Alors on l'a effacé, comme on efface une trace de craie sur une ardoise. Pourtant, les ombres ne disparaissent jamais totalement. Elles persistent, flottent, se déplacent, attendant que l'œil attentif les redécouvre. La Tartarie, malgré l'effacement, continue de hanter les marges. Elle est une absence qui pèse, une question qui dérange, un vide qui attire, car derrière l'ombre des empires, il y a peut-être encore la lumière d'un monde que nous avons oublié. Lorsque l'on contemple les ruines, les gravures et les récits liés à la Tartarie, un motif revient sans cesse. L'idée d'une énergie invisible captée et distribuée à travers des architectures aujourd'hui muettes. Dômes, flèches, antennes, forteresses en étoiles, sphères métalliques, autant de formes qui semblent résonner avec la notion d'un réseau énergétique oublié, peut-être mondial. Les fragments de cette hypothèse surgissent dans des lieux dispersés, mais leur cohérence intrigue. Et si la Tartarie avait maîtrisé une technologie capable d'exploiter les forces électriques naturelles bien avant notre époque industrielle, les témoignages des missionnaires européens évoquent souvent des cités où l'air semblait chargé d'une clarté inhabituelle, où les palais brillaient sans torches apparentes. Certains mentionnaient des ateliers illuminés par des lueurs permanentes, de grandes salles chauffées sans foyer. Ces récits, à première vue exagérés, prennent une autre dimension si l'on imagine que ces villes étaient connectées à un réseau énergétique atmosphérique. Dans cette perspective, les flèches dressées au sommet des dômes n'étaient pas des symboles religieux, mais des capteurs d'électricité redistribuant ensuite l'énergie dans les bâtiments. L'histoire moderne attribue l'invention du paratonnerre à Benjamin Franklin au XVIIIe siècle. Mais bien avant cela, des édifices anciens portaient déjà des flèches métalliques, souvent reliées puis à des structures internes en cuivre ou en fer. Pourquoi ces similitudes ? Certains chercheurs alternatifs avancent comme que les Tartares possédaient un système de captation électrique atmosphérique, utilisant l'architecture elle-même comme infrastructure énergétique. Dans ce cadre, les cités n'étaient pas de simples habitats, mais des machines intégrées à la nature. L'un des indices les plus troublants vient des forteresses en étoiles. Leur géométrie parfaite, leurs fossés, leurs canaux, semblent-ils conçus pour bien plus que la défense militaire. Les fossés pouvaient canaliser l'eau, conducteur naturel d'électricité. Les bastions disposés en symétrie pouvaient les concentrer des flux invisibles. Certains voient dans cette structure des batteries géantes capables de stocker et de redistribuer l'énergie recueillie dans l'atmosphère. Si tel est le cas, alors les forteresses d'étoilées n'étaient pas des bastions guerriers, mais des nœuds d'un réseau énergétique global. Les expositions universelles du XIXe siècle renforcent encore ce mystère. Leurs palais immenses, aux dômes surmontés de sphères métalliques, évoquent des dispositifs similaires.
Les photographies montrent des câbles, des générateurs, des systèmes électriques intégrés à ces bâtiments supposés temporaires. Mais peut-être ces structures n'étaient-elles pas de simples créations modernes, mais des reliques réutilisées d'un savoir plus ancien. Si la Tartarie avait laissé derrière elle des édifices conçus pour capter et distribuer l'énergie atmosphérique, les expositions auraient pu servir à les réintroduire sous le masque du progrès industriel. Dans les traditions populaires, certaines légendes parlent de tours lumineuses, qui brillaient lors des orages, ou de champs électriques résonnant dans les vallées. Ces récits, souvent classés comme superstitions, pourraient être des souvenirs déformés d'édifices énergétiques. Les habitants auraient perçu les décharges électriques comme des manifestations surnaturelles, sans comprendre leur fonction réelle. Mais si ces légendes persistent, c'est peut-être parce qu'elles gardent la trace d'un phénomène réel. Des objets archéologiques viennent parfois alimenter ces rumeurs. En Sibérie, des fragments métalliques circulaires ont été découverts, ressemblant à des bobines ou à des condensateurs. Dans certaines régions d'Asie centrale, des sphères creuses en cuivre ou en bronze ont été exhumées, sans usage clair. Certains chercheurs y voient des pièces d'un ancien système électrique, des éléments de transmission ou de stockage d'énergie. Officiellement, ces objets sont classés comme décoratifs ou rituels, mais leur fonction reste incertaine. Si un tel réseau énergétique a existé, il n'était pas limité à la Tartarie. Les pyramides d'Égypte, les ziggourats mésopotamiennes, les temples mayas, tous présentent des similitudes troublantes avec les structures tartares. Des formes monumentales, géométriques, alignées sur des points célestes, capables de capter et de canaliser des forces invisibles. L'idée d'un réseau mondial de captation énergétique n'est pas nouvelle. Mais replacée dans le cadre de la Tartarie, elle prend un sens particulier. Et si cet empire oublié avait été le dernier dépositaire de ce savoir universel? L'électricité dans notre vision moderne est une découverte récente, fruit du travail de savants comme Volta, Ampère ou Tesla. Mais certains récits prétendent à Nikola Tesla lui-même l'intuition que l'électricité pouvait être captée directement de l'atmosphère, sans câble ni centrale. Tesla rêvait d'un monde où l'énergie circulerait librement, accessible à tous. Ce rêve fut étouffé par les intérêts économiques de son temps. Mais si Tesla n'avait fait que redécouvrir ce que d'autres savaient déjà, il se serait inscrit dans une lignée oubliée, celle de la Tartarie et de ses vestiges électriques. Les implications d'un tel réseau sont vertigineuses. Une civilisation capable de capter l'énergie atmosphérique n'aurait pas eu besoin de charbon, de pétrole ou de gaz. Elle aurait pu alimenter ses cités, éclairer ses rues, chauffer ses foyers, propulser ses machines sans détruire son environnement. Une telle société aurait vécu en symbiose avec les forces naturelles, tirant profit des flux invisibles sans les épuiser. Ce modèle, s'il a existé, aurait représenté une alternative radicale à notre modernité industrielle. Alors pourquoi ce savoir aurait-il disparu? Certains avancent que le grand déluge de boue, évoqué dans les chroniques, aurait détruit l'infrastructure matérielle du réseau tartare. Les dômes, les flèches, les forteresses auraient été ensevelis, rendant la technologie inutilisable. D'autres pensent que l'effacement fut volontaire. Les empires émergents auraient détruit ou dissimulé ces dispositifs pour imposer leur propre contrôle énergétique. Car un monde où l'énergie est libre et abondante est un monde où le pouvoir ne peut être centralisé. Effacer la Tartarie, c'était aussi effacer un modèle énergétique incompatible avec la logique de domination. Le mystère demeure, suspendu entre les pierres, les gravures et les récits. Les vestiges électriques ne parlent pas clairement, mais ils résonnent. Ils dessinent l'image d'un réseau invisible, reliant les cités par des flux d'énergie subtils, illuminant les nuits sans feu, réchauffant les foyers sans combustible. Un réseau mondial disparu, dont les traces subsistent dans les ombres des monuments, dans les légendes oubliées, dans les rumeurs persistantes. Les fragments qui nous parviennent de la Tartarie, qu'ils soient architecturaux, légendaires ou matériels, semblent témoigner d'une forme de connaissance oubliée. Un savoir qui ne se limitait pas à la survie ou à l'art de gouverner, mais qui embrassait la totalité du monde, la nature, l'énergie, le cosmos. Ce savoir, aujourd'hui presque invisible, se situe à la frontière entre science et mythe. Il apparaît dans les chroniques comme une énigme, dans les légendes comme une puissance, dans les vestiges comme une absence, toujours présent, toujours dissimulé. Les traditions populaires parlent de savants tartares capables de prédire les éclipses avec précision, de déterminer les cycles lunaires et solaires sans instrument apparent.
Certains récits rapportent qu'ils connaissaient la géométrie des étoiles et qu'ils construisaient leur cité selon des alignements astronomiques. Les forteresses en étoiles, les dômes immenses, les routes rectilignes pourraient être lues comme des cartes gravées dans la pierre, reproduisant sur la Terre l'ordre du ciel. Cette science des correspondances, qui relie le microcosme au macrocosme, était au cœur de nombreuses civilisations anciennes. La Tartarie aurait-elle été l'un de ces derniers gardiens ? Les manuscrits médiévaux font parfois allusion à des machines célestes, utilisées par les Tartares. Des instruments complexes, faits de cuivre et de bronze, capables de mesurer le temps et de prédire les phénomènes naturels. Certains décrivent des globes armillaires, d'autres des horloges mécaniques d'une précision surprenante. Ces objets, dont nous n'avons retrouvé que des fragments, pourraient être les héritiers d'une tradition scientifique remontant à des millénaires. Leur disparition ou leur réinterprétation en simple curiosité a contribué à effacer la profondeur de ce savoir. Mais il y a plus troublant encore, la présence dans certaines légendes d'un savoir énergétique qui dépasse nos catégories habituelles. On raconte que les prêtres et les chamans tartares maîtrisaient l'art de capter et de diriger les forces invisibles de la nature. Leurs tambours n'étaient pas seulement des instruments de musique, mais des dispositifs de résonance capables d'entrer en harmonie avec les vibrations de la Terre. Leurs rituels n'étaient là pas uniquement symboliques, mais fonctionnaient comme des expériences énergétiques. Ce que nous appelons magie pourrait bien avoir été pour eux une science subtile, fondée sur l'observation et l'expérimentation. L'étrangeté de ces récits tient à leur cohérence avec d'autres traditions à travers le monde. Les druides celtiques, les prêtres égyptiens, les sages hindous, tous semblaient posséder un savoir analogue, une compréhension intime des cycles, des forces, des flux. La Tartarie s'inscrirait dans cette constellation de civilisations gardiennes, d'un savoir universel, transmis sous forme symbolique pour résister à l'oubli. Les témoignages des missionnaires jésuites, bien que fragmentaires, rapportent parfois des scènes intrigantes. Ils décrivaient des assemblées, de savants tartares, échangeant sur la médecine, l'astronomie, la mécanique. Certains notaient l'usage de remèdes inconnus en Europe, des plantes combinées avec une précision quasi alchimique. D'autres évoquaient des guérisons rapides, des rituels qui semblaient allier herboristerie, musique et énergie. Ces observations, trop dérangeantes pour être publiées intégralement, furent souvent édulcorées. Mais elles révèlent une image, celle d'une société où science, spiritualité et technique ne faisaient qu'un. Le savoir interdit des anciens apparaît aussi dans la disposition des cités. Les alignements architecturaux avec les solstices et les équinoxes, les proportions basées sur le nombre d'or, les symétries parfaites témoignent d'une compréhension profonde des lois de l'harmonie. Dans la pensée moderne, nous séparons l'esthétique de la science, l'art de la technique. Dans la Tartarie, comme dans d'autres civilisations disparues, cette séparation n'existait pas. Construire cette épée, c'était expérimenter. Orner, c'était transmettre. Bâtir, c'était harmoniser. L'interdiction, ou plutôt l'effacement de ce savoir, interroge. Pourquoi ce qui relevait d'une connaissance semble-t-il avoir été réduit au mythe ? Pourquoi les archives officielles rejettent-elles ces témoignages comme des fables ou des superstitions ? La réponse se trouve peut-être dans le pouvoir que ce savoir conférait. Une civilisation capable de capter l'énergie atmosphérique, de guérir par la vibration, de prédire les cycles cosmiques, possédait une autonomie radicale. Elle n'avait pas besoin de conquérir ni de dominer pour survivre. Elle se suffisait à elle-même. Pour les empires émergents du XIXe siècle, une telle autonomie représentait une menace. Effacer ce savoir, c'était effacer la possibilité d'un autre modèle de société. Des fragments matériels continuent pourtant d'apparaître. Dans certaines fouilles, des objets en métal finement travaillés, aux usages incompris, sont découverts. Des sphères creuses, des disques gravés, des mécanismes qui rappellent le célèbre mécanisme d'Anticythère. Ces artefacts, trop avancés pour leur contexte supposé, sont souvent classés comme anomalies et oubliés dans les réserves des musées. Mais pour ceux qui osent les examiner autrement, ils sont la preuve tangible d'un savoir interdit. L'une des hypothèses les plus audacieuses avance que la Tartarie aurait possédé une connaissance globale des champs électromagnétiques de la Terre. Ces cités, ces forteresses, ces monuments auraient été placés sur des lignes de force, ce que nous appelons aujourd'hui lignes telluriques. En utilisant ces réseaux naturels, les Tartares auraient pu capter et distribuer l'énergie sans infrastructure complexe. Leurs dômes et leurs flèches n'étaient pas des ornements, mais des antennes.
Leur place centrale n'était donc pas de simples lieux publics, mais des résonateurs énergétiques. Cette vision résonne étrangement avec les travaux modernes de certains chercheurs marginaux, qui étudient les liens entre les monuments anciens et les champs électromagnétiques. Elle évoque aussi les expériences de Nikola Tesla, qui rêvait de transmettre l'énergie libre à travers l'air, comme si la Tartarie avait déjà réalisé ce que Tesla n'a fait qu'entrevoir. Le savoir interdit des anciens pose une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une civilisation avancée ? Est-ce la capacité à produire des machines bruyantes, à extraire des ressources, à imposer sa puissance militaire ? Ou bien est-ce la capacité à vivre en harmonie avec les forces naturelles, à comprendre l'invisible, à intégrer la science et la spiritualité dans un même tissu ? Si la Tartarie a réellement existé, elle incarne cette deuxième vision. Une avancée silencieuse, harmonieuse, dissimulée parce qu'elle contredisait le récit dominant du progrès. Dans les marges de nos archives, dans les mythes des peuples, dans les objets épars exhumés de la terre, subsistent les traces de ce savoir interdit. Comme une lueur fragile, il continue de hanter l'histoire officielle. Il n'appartient ni entièrement à la science, ni entièrement au mythe. Il est entre les deux, dans cet espace mystérieux où se cachent les vérités que l'on ne peut pas effacer totalement. Elles apparaissent sur les cartes anciennes, comme des figures étranges, géométriques, presque parfaites. Depuis le ciel, elles révèlent leur forme comme des mandalas inscrits sur la terre, des étoiles à 5, 6, 8 branches, parfois davantage, entourées de fossés et de remparts. Ces forteresses en étoiles, que l'on attribue aujourd'hui à l'ingénierie militaire européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, se rencontrent pourtant dans des lieux où l'Europe n'avait pas encore imposé sa présence. De la Sibérie aux Balkans, du Kazakhstan à l'Inde, on en retrouve les traces, dispersées, silencieuses et toujours enveloppées de mystères. Qui les a bâties ? Pourquoi une géométrie si complexe ? Et surtout, pourquoi en retrouve-t-on autant à une échelle quasi planétaire ? La version officielle attribue leur invention à l'ingénieur italien Vauban, maître de l'art militaire au service du roi de France. Selon ce récit, la fortification en étoile serait née de la nécessité d'adapter les défenses médiévales à l'artillerie moderne. Les angles et les bastions permettaient de mieux couvrir les fossés, de résister aux canons. Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle, laisse un arrière-goût d'inachevé. Car certaines de ces forteresses précèdent Van Vauban. D'autres, situées dans des régions isolées d'Asie, ne semblent pas correspondre à une stratégie militaire européenne. Leur taille, leur complexité et leur répartition laissent en supposer autre chose. Observées depuis le ciel, ces forteresses révèlent une précision mathématique troublante, leurs proportions obéissant souvent aux règles de la géométrie sacrée. Cercle parfait, polygone régulier, alignement selon des axes astronomiques. Ce souci d'harmonie dépasse la simple fonction défensive. Une muraille suffit à protéger une ville. Pourquoi y ajouter des motifs d'étoiles, des symétries complexes, des tracés qui rappellent davantage les diagrammes cosmiques que les schémas militaires ? Certains chercheurs indépendants avancent que ces forteresses n'étaient pas seulement des bastions de guerre, mais des dispositifs énergétiques. Leur géométrie aurait permis de capter, de canaliser et peut-être de redistribuer l'énergie terrestre et atmosphérique. Les fossés, souvent remplis d'eau, auraient servi de conducteurs, amplifiant les flux électromagnétiques. Les bastions disposés en étoiles auraient donc créé des champs de résonance. Les cités protégées par ces forteresses auraient ainsi bénéficié d'une énergie libre, intégrée dans leurs murs mêmes. Cette hypothèse résonne avec d'autres traditions. Dans l'Inde ancienne, les mandalas servaient à représenter les forces cosmiques. Dans le monde islamique, la géométrie sacrée ornait les mosquées, traduisant dans la pierre l'harmonie des lois universelles. Les forteresses étoilées, dans ce cadre, apparaissent comme la rencontre entre défense, science et spiritualité. Des architectures fonctionnant à plusieurs niveaux, militaires, énergétiques, symboliques. Les témoignages des voyageurs évoquent parfois l'étrangeté de ces lieux. Certains racontent donc que même abandonnées, ces forteresses y semblaient en vibrer. L'air y était différent, chargé d'une tension électrique. Les habitants des alentours parlaient de bruits sourds émanant des souterrains, de phénomènes lumineux apparaissant au sommet des bastions lors des orages. Ces récits, rejetés comme superstitions, pourraient bien être le souvenir populaire d'une fonction énergétique aujourd'hui perdue. Ce qui renforce le mystère, c'est la répartition de ces structures. On en trouve en Europe, bien sûr, mais aussi en Russie, en Asie centrale, jusqu'en Inde et en Chine. Comment expliquer une telle diffusion d'un modèle architectural si spécifique ?
La thèse officielle parle de transfert technologique par les routes commerciales et les empires coloniaux. Mais cette explication n'éclaire pas tout. Certaines forteresses en étoile datent de périodes où ces transferts n'auraient pas encore pu avoir lieu. D'autres sont situées dans des zones reculées, loin des routes principales. Leur existence suggère une diffusion plus ancienne, peut-être héritée d'une civilisation mondiale oubliée. La Tartarie, selon certains, aurait été au cœur de ce réseau. Cette cité principale aurait été entourée de ces forteresses, formant non seulement un système de défense, mais aussi un réseau énergétique intégré. Chaque étoile aurait joué le rôle d'un nœud, connecté aux autres par des routes et des alignements. Un maillage invisible, comparable à nos réseaux électriques modernes, mais fondé sur la géométrie et les forces naturelles. Les fouilles archéologiques de certaines forteresses révèlent des détails troublants. Des galeries souterraines, creusées avec une précision étonnante, relient les bastions entre eux. Certaines contiennent des cavités métalliques, des restes de conduits, dont l'usage n'est pas clair. Pourquoi investir autant d'efforts dans des parties invisibles, inutiles d'un point de vue militaire ? Les chercheurs officiels parlent de réserves ou d'abris, mais une autre lecture est possible. Et si ces galeries faisaient partie d'un système technique destiné à capter et redistribuer l'énergie recueillie par la structure ? Le parallèle avec les cathédrales gothiques n'est pas anodin. Celles-ci, par leur hauteur, leurs vitraux, leurs flèches, semblent conçues pour capter la lumière et l'énergie céleste. Les forteresses étoilées, par leur horizontalité et leur géométrie, semblent au contraire conçues pour interagir avec la Terre et l'atmosphère. Deux approches d'un même savoir, la maîtrise des forces invisibles à travers l'architecture. Il est aussi possible que ces forteresses aient servi de calendrier géant. Leurs alignements avec les solstices et les équinoxes, leurs proportions basées sur des cycles cosmiques, pourraient indiquer une fonction astronomique. Ces cités fortifiées n'auraient pas seulement protégé leurs habitants, elles auraient aussi inscrit leur vie collective dans le rythme du cosmos. Le militaire, l'énergétique et l'astronomique se rejoindraient tant dans une même œuvre. La disparition de ces forteresses ou leur réinterprétation comme de simples bastions militaires participe à l'effacement de la Tartarie. Car si elles avaient réellement cette double fonction, défense et énergie, elles témoignaient d'un savoir que nos sociétés modernes ont perdu. Leur géométrie, encore visible depuis le ciel, nous parle comme une écriture effacée, une langue de formes et de proportions que nous ne savons plus lire. Des chercheurs indépendants ont commencé à cartographier ces forteresses à l'échelle mondiale. Leurs relevés montrent des motifs troublants. Certaines semblent alignées entre elles sur de grandes distances, comme si elles appartenaient à un réseau planétaire. D'autres reprennent des proportions identiques, malgré des contextes culturels différents. Cette cohérence laisse supposer une source commune, un modèle partagé, peut-être hérité d'une civilisation antérieure. La question demeure, pourquoi ces forteresses sont-elles si nombreuses, si semblables et si peu étudiées pour ce qu'elles pourraient en révéler ? L'histoire officielle les réduit à des stratégies militaires, mais leur persistance, leur beauté géométrique, leur répartition planétaire nous invitent à y voir plus. Elles sont peut-être les vestiges les plus tangibles de la Tartarie, des empreintes étoilées inscrites dans la terre, témoins d'un savoir qui alliait science, art et spiritualité. Dans le silence des plaines et des forêts, certaines de ces forteresses reposent encore, envahies par la végétation, leurs bastions à demi effondrés. Voguant d'en haut, elles continuent pourtant de dessiner des étoiles parfaites, comme si la géométrie indestructible résistait au temps et à l'oubli, comme si malgré tout la mémoire de la Tartarie brillait encore dans leurs lignes. L'histoire officielle nous présente les cartes comme des miroirs fidèles du monde. Elles seraient les fruits neutres de l'observation, des instruments d'orientation et de savoir. Mais quiconque s'attarde sur les atlas anciens sait qu'il n'en est rien. La cartographie est toujours un récit, un choix, un discours. Ce que l'on inscrit ou non sur une carte détermine ce qui existe dans la mémoire collective. La Tartarie en est l'exemple le plus troublant. Présente pendant des siècles, régnant sur des étendues immenses, elle disparaît soudainement au XIXe siècle, remplacée par une mosaïque d'empires et de nations. L'effacement n'a pas été le fruit du hasard, mais celui d'une volonté. Réécrire le monde, c'est aussi effacer une civilisation. Au XVIe siècle, les cartes européennes montraient clairement la Grande Tartarie. De vastes territoires, s'étendant de la mer Caspienne jusqu'aux confins de la Sibérie, portaient ce nom. Les géographes notaient des villes, des fleuves, des montagnes. Certains allaient
jusqu'à représenter des forteresses, des palais, des routes commerciales. L'image était claire, il existait un espace organisé, unifié sous un même nom. Mais 3 siècles plus tard, ce nom avait disparu. Dans les atlas du XIXe siècle, il n'était plus question de Tartarie, seulement de Russie, de Mongolie, de Chine, du Turkestan. Un monde entier avait été rayé d'un trait. Pourquoi une telle disparition ? La réponse se trouve peut-être dans la fonction politique des cartes. Les empires naissants avaient besoin d'un récit clair, d'un monde ordonné selon leurs frontières. La Russie voulait montrer qu'elle avait toujours dominé la Sibérie. La Chine voulait affirmer son contrôle sur l'Asie centrale. L'Europe coloniale voulait imposer sa vision du progrès. Dans cette nouvelle géographie, la Tartarie n'avait pas sa place. L'effacer était une manière de légitimer les conquêtes, de réécrire l'histoire comme si elle avait toujours été ainsi. Les cartes ne sont pas de simples reflets. Elles sont des outils de pouvoir. Celui qui nomme les territoires détermine ce qui existe et ce qui disparaît. Effacer la Tartarie des cartes, c'était effacer aussi son peuple, sa mémoire, ses savoirs, c'était imposer une vision du monde où l'Europe et ses alliés apparaissaient comme les seuls détenteurs de la civilisation. La Tartarie devenait une zone blanche, une terre vague, absorbée dans d'autres récits. Certains chercheurs ont comparé les cartes anciennes et modernes. Ils ont constaté des anomalies frappantes. Des villes autrefois indiquées comme florissantes disparaissent totalement. Des routes tracées avec soin s'interrompent. Des régions entières changent de nom, de contours, de statut. Comme si l'on avait volontairement redessiné le monde, gommant ce qui gênait, exagérant ce qui convenait. Ce processus est discret mais il est constant. Chaque génération de cartes corrige, simplifie, efface. Au fil du temps, la mémoire se réduit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La cartographie peut mentir par omission. Ne pas représenter un territoire, c'est déjà le condamner à l'oubli. Mais elle peut aussi mentir par invention. Certains atlas du XIXe siècle insistent sur la sauvagerie des steppes, les décrivant comme vides, inhabitées, prêtes à être conquises. Pourtant, les récits qu'on sort de voyageurs et les découvertes archéologiques montrent le contraire. Cités, marchés, fortifications, culture prospère. Le vide était une fiction utile. En représentant ces terres comme désertes, les empires pouvaient justifier leur expansion. Il est troublant de constater que les cartes médiévales, souvent jugées naïves, donneront parfois plus d'informations sur la Tartarie que les atlas modernes. Les chroniqueurs du Moyen-Âge, malgré leurs erreurs, n'hésitaient pas à mentionner les peuples, les routes, les échanges. Les cartes modernes, elles, privilégiaient la rigueur géométrique, mais au prix d'une simplification qui effaçait la richesse des détails. Dans cette simplification, la Tartarie s'est dissoute. On retrouve ce même phénomène ailleurs dans le monde. L'Afrique, longtemps représentée comme une terra incognita, regorgeait pourtant de royaumes puissants et de cités prospères. L'Amérique, 100 ans avant l'arrivée des Européens, était couverte de réseaux commerciaux et de cultures raffinées, mais les cartes coloniales la montraient vide, sauvage. La Tartarie subit le même sort. Transformée en marge, en périphérie, en zone floue, elle perdit son identité. Certains chercheurs contemporains parlent d'une cartographie de l'oubli. Selon eux, les cartes ne se contentent pas de représenter le monde, elles le fabriquent. Ce que l'on choisit d'y inscrire devient réel, ce que l'on efface cesse d'exister. Dans ce cadre, la disparition de la Tartarie n'est pas un accident, mais un acte politique conscient. En gommant son nom, en redessinant ses frontières, on a condamné son souvenir. Les archives témoignent parfois de ce processus. Des atlas du XVIIIe siècle montrent encore la Tartarie. Quelques décennies plus tard, des Tétérans, les mêmes éditeurs publient encore des cartes où elles n'existent plus. Les villes sont renommées, les territoires redécoupés. La transition est sans doute brutale, mais silencieuse. Aucun texte n'explique ce changement. C'est comme si l'on voulait que l'oubli paraisse naturel, inévitable. Mais un œil attentif perçoit la discontinuité, le saut artificiel. Il est fascinant de constater que certains toponymes subsistent malgré tout. Le mot « tatar » désigne encore aujourd'hui des groupes ethniques en Russie et en Asie centrale. Mais ce nom n'est plus associé à une entité politique ou à une civilisation. Il n'évoque qu'une minorité, fragmentée, intégrée à d'autres nations. Le mot « Tartarie », lui, a disparu. Il ne survit que dans les marges, dans les cartes anciennes que peu consultent. Comme si l'on avait voulu réduire une civilisation entière à une simple étiquette ethnique, neutralisant ainsi son souvenir. La cartographie moderne, en effaçant la Tartarie, a imposé une nouvelle vision du monde, celle des nations et des empires qui se partageaient les l'Asie. Mais derrière ces lignes droites et ces noms figés, les formes anciennes persistent.
Les forteresses étoilées, les cités enterrées, les toponymes oubliés continuent de murmurer une autre géographie. Une géographie où la Tartarie n'a pas disparu, mais sommeille, cachée sous les mensonges des cartes. L'histoire officielle nous apprend à lire les cartes comme des évidences, mais peut-être faudrait-il les lire comme des récits, comme des textes partisans chargés de choix et de silence. Dans ce cas, la disparition de la Tartarie devient un indice, une trace d'effacement, un signe que le monde a été réécrit. Car lorsqu'on change une carte, on ne change pas seulement des noms, on change la mémoire, on change l'histoire, on change la réalité elle-même. Dans les vastes steppes d'Asie centrale, dans les plaines glacées de Sibérie, ou encore dans les souterrains de certaines villes anciennes, des objets surgissent parfois, silencieux et troublants. Des fragments de métal, des pierres taillées avec une précision inouïe, des mécanismes oubliés. Ils apparaissent au hasard de fouilles, de travaux d'urbanisme, d'exploration amateurs. Chaque fois, ils posent gare à la même question. Comment de telles choses peuvent-elles exister dans un contexte où elles n'auraient pas dû être possibles ? Ces découvertes, souvent classées comme anomalies par la science officielle, pourraient être les ultimes témoins d'une civilisation effacée, la Tartarie. Dans les archives russes du XIXe siècle, plusieurs rapports mentionnent la découverte de murs cyclopéens enfouis dans le sol sibérien. Des blocs de pierre massifs, ajustés avec une précision telle qu'aucun mortier n'était nécessaire. Les ouvriers, stupéfaits, décrivaient des fondations plus anciennes que les villes qu'ils construisaient au-dessus. Mais ces rapports disparurent vite des publications officielles, classées comme des observations sans importance. Pourtant, les descriptions rappellent étrangement les murs des Andes ou les mégalithes d'Asie mineure, comme si un même savoir de taille et d'assemblage avait circulé à travers le temps et l'espace. Certains objets métalliques défient encore plus les chronologies. En 1912, dans une mine de charbon en Sibérie, des ouvriers auraient découvert des pièces métalliques incrustées dans les couches géologiques. Des fragments ressemblant à des engrenages, figés dans la roche depuis des millions d'années, si l'on en croit la datation officielle. Bien sûr, la science rejeta immédiatement ces récits, les classant comme des erreurs ou des fraudes. Mais d'autres découvertes similaires, en Russie, en Chine, en Europe de l'Est, continuent d'alimenter l'énigme. Des objets trop avancés pour leur époque, mais trop nombreux pour n'être que des coïncidences. Les fouilles en Asie centrale ont également mis au jour des réseaux souterrains incompréhensibles. Des galeries longues de plusieurs kilomètres, creusées dans des sols durs, parfois taillés dans le granit. Certaines sont si régulières qu'elles évoquent l'usage d'outils mécaniques, voire de technologies de forage que nous ne maîtrisons pleinement que depuis le XXe siècle. Pourtant, ces galeries apparaissent à des époques supposées dépourvues de tels moyens. Officiellement, on les décrit comme des mines primitives ou des abris naturels. Mais les proportions, la symétrie, la profondeur défient cette explication. Ces tunnels pourraient bien être les vestiges d'un savoir souterrain, lié à la Tartarie ou à une civilisation antérieure. L'archéologie moderne, avec ses méthodes de datation, tente de replacer chaque objet dans une chronologie linéaire. Mais que faire lorsque les objets ne rentrent pas dans cette ligne ? Lorsqu'un fragment métallique apparaît dans une couche trop ancienne ? Lorsqu'un mur gigantesque est découvert sous des strates géologiques censées précéder toute construction humaine ? Le réflexe est souvent l'oubli. Les objets sont remisés dans des musées, étiquetés comme sans provenance claire, et disparaissent dans les réserves. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'existence de ces anomalies, mais leur cohérence. Partout où l'on soupçonne la Tartarie d'avoir existé, on retrouve ce même type de découverte impossible. Pierres taillées avec une précision millimétrique, objets métalliques sans explication, réseaux souterrains inadaptés aux moyens connus de leur époque. Pris isolément, chacun pourrait être une curiosité. Mais ensemble, ils dessinent un tableau, celui d'une civilisation dont la technique dépassait ce que nous croyons savoir du passé. Les légendes orales confirment parfois ces impressions. En Sibérie, on raconte l'existence d'armes anciennes capables de projeter la foudre. Dans l'Altaï, des récits tales séparent sensides, machines chantantes enterrées dans les montagnes qui se réveillaient parfois lors des orages. Ces mythes, trop facilement rejetés comme de simples contes, pourraient être les souvenirs déformés d'artefacts réels. Leur disparition ou leur enfouissement aurait transformé leur mémoire en récits symboliques, mais la trace demeure. L'un des mystères les plus persistants est celui des cloches métalliques retrouvées dans des contextes improbables. Plusieurs récits mentionnent des objets semblables à des cloches en bronze ou en fer, incrustées dans des couches de charbon.
Officiellement, ces objets sont qualifiés de hoax ou de curiosités mal identifiées. Mais leur existence, rapportée à plusieurs reprises, nourrit l'idée d'un savoir métallurgique ancien, peut-être lié à la transmission du son, de l'énergie ou à des fonctions que nous ne comprenons plus. Les forteresses en étoiles elles-mêmes, étudiées de près, révèlent pendant parfois des couches enfouies. Sous les bastions visibles, des structures plus anciennes apparaissent, construites avec des techniques différentes, comme si les fortifications attribuées au XVIIe siècle reposaient en réalité sur des fondations bien plus anciennes, héritées d'un monde oublié. Les ingénieurs modernes, en restaurant ces lieux, ont souvent recouvert ou détruit ces strates, effaçant les indices d'une chronologie dissonante. L'archéologie impossible interroge notre rapport au temps. Nous pensons l'histoire comme une progression linéaire où chaque siècle ajoute une pierre au précédent. Mais ces découvertes suggèrent une autre vision, celle de civilisations avancées surgissant, puis disparaissant, laissant des traces incomprises. Dans ce cadre, la Tartarie ne serait pas une anomalie, mais l'un des derniers éclats d'une humanité cyclique, connaissant des sommets de savoir avant de retomber dans l'oubli. Certains chercheurs, inspirés par les mythes, avancent l'idée que ces civilisations disparues ont été victimes de catastrophes globales, déluges, bouleversements géologiques, inversion du champ magnétique. Ces événements auraient effacé les infrastructures, enseveli les cités, dispersé les survivants. Ce qui reste, ce sont des objets sans contexte, des architectures ensevelies, des légendes fragmentées. La Tartarie aurait été engloutie dans ce processus, son savoir réduit à des ruines qui dérangent notre chronologie. Il est troublant de constater que les découvertes impossibles ne sont pas isolées à l'Asie. En Europe, en Amérique, en Afrique, on retrouve des anomalies similaires, outils trop anciens, structures souterraines inexplicables, mécanismes anachroniques, et si la Tartarie n'était qu'un nom local pour une réalité mondiale, celle d'une humanité ayant atteint plusieurs fois un haut degré de développement avant d'être balayée par le temps et les catastrophes, l'archéologie impossible est rejetée parce qu'elle dérange. Elle oblige à repenser la chronologie, à admettre que notre civilisation n'est peut-être pas unique, mais héritière d'autres mondes effacés. Elle révèle aussi la fragilité de la mémoire. Il suffit d'un cataclysme, d'une réécriture politique pour que des siècles entiers disparaissent. Pourtant, les objets sont là, silencieux, posés dans la terre comme des messages oubliés. Leur existence seule nous invite à l'humilité, et si nous n'étions que les héritiers partiels d'un savoir beaucoup plus ancien. Sous les couches de terre, dans les réserves des musées, dans les récits méprisés des anciens, se cachent encore ces preuves. Elles défitent nos certitudes, elles fissurent en fait nos chronologies, elles ouvrent des brèches dans le récit officiel. La Tartarie, si elle a existé, continue d'apparaître dans ces fragments impossibles, non pas comme un empire complet et visible, mais comme une absence insistante, une silhouette dessinée par les anomalies, par les objets qui ne devraient pas exister, et qui pourtant sont là. Il y a dans le silence des steppes et des forêts quelque chose qui persiste, une impression diffuse, comme si un regard ancien traversait encore le temps. La Tartarie, effacée des cartes et des livres, continue pourtant de hanter les marges de notre monde. Ces cités ensevelies, ces forteresses étoilées, ces machines silencieuses sont autant de fragments qui semblent nous observer, comme des témoins muets d'une histoire dont nous avons perdu le fil. Et si cet empire oublié n'avait jamais totalement disparu? Si, au lieu de s'éteindre, il avait simplement choisi d'entrer dans l'ombre, laissant à ses héritiers la tâche de garder vivante une mémoire invisible? Dans certaines traditions orales d'Asie centrale, on raconte que les Tartares ne se sont pas éteints, mais qu'ils se sont retirés. Ils auraient quitté leur cité pour rejoindre des lieux cachés, des vallées secrètes, des cavernes souterraines, des forêts impénétrables. Là, disent donc les anciens, ils auraient sans préserver leur savoir, attendant le moment où l'humanité serait prête à le recevoir à nouveau. Ces récits, souvent interprétés comme des contes, évoquent pourtant une idée universelle, celle d'un peuple gardien, veillant dans l'ombre, témoin silencieux du passage du temps. Les légendes sibériennes parlent de cités englouties, dont les clochers dépasseraient encore sous la surface de lacs immenses. Parfois, lors des nuits calmes, des pêcheurs disent entendre des cloches sonner sous l'eau. Pour eux, ces sons viennent des cités tartares, toujours vivantes dans un autre plan, un monde parallèle que nos yeux ne peuvent plus voir. Ces histoires, si elles ne sont pas littérales, traduisent de peut-être une vérité plus subtile. La Tartarie n'a pas disparu, elle s'est transformée en mémoire souterraine, en vibration persistante.
Il existe aussi des indices matériels, discrets mais troublants. Certains villages isolés de Sibérie possèdent encore des coutumes qui semblent venues d'ailleurs, chants polyphoniques aux harmoniques complexes, rituels de guérison utilisant la résonance sonore, motifs géométriques inscrits sur les vêtements et les objets. Ces traditions, fragmentaires, pourraient être les ultimes échos d'un savoir tartare transmis en secret de génération en génération. Ce qui paraît folklorique aujourd'hui fut peut-être jadis une science sacrée. La question des héritages invisibles touche aussi l'architecture. Dans plusieurs villes modernes, les bâtiments attribués au XIXe siècle portent des marques qui détonnent. Colonnes disproportionnées, coupoles gigantesques, caves qui ressemblent à de véritables étages ensevelis. Les chercheurs officiels parlent de styles architecturaux, de reconstruction, de choix esthétiques. Mais une autre hypothèse surgit. Et si ces bâtiments n'étaient pas des créations modernes, mais des héritages restaurés ? Dans ce cas, notre quotidien même, les gares, les palais administratifs, les musées, pourraient être bâtis sur les ruines tartares. Nous marcherions chaque jour parmi leurs pierres sans en avoir conscience. Certains écrivains du XIXe siècle, sensibles aux énigmes de leur temps, ont laissé entrevoir cette idée. Ils décrivaient des cités trop vastes pour leurs habitants, des palais construits pour un peuple disparu. Victor Hugo, dans ses notes, parlait de monuments qui semblaient habités par des fantômes, conçus pour d'autres proportions, d'autres usages. Peut-être entrevoyait-il, lui aussi, l'ombre d'un héritage invisible. Les héritages ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi spirituels, symboliques. Le rêve d'une énergie libre captée dans l'air résonne avec les travaux de Nikola Tesla. Le désir d'un savoir harmonieux, reliant science et spiritualité, se retrouve dans les philosophies ésotériques du XIXe siècle. L'idée de cité parfaite, construite selon la géométrie sacrée, inspire encore les architectes visionnaires, comme si, à travers les siècles, la mémoire de la Tartarie continuait d'irriguer nos imaginaires discrètement, invisiblement. Il est possible que l'héritage tartare ne soit pas seulement dans les pierres, mais dans notre manière de penser le monde. Le sentiment que l'histoire officielle cache quelque chose, que le passé est plus riche et plus mystérieux que ce qu'on nous enseigne, trouve peut-être sa source dans ce vide volontaire. L'oubli de la Tartarie crée une absence qui nous attire. En cherchant à combler ce vide, nous réinventons, nous questionnons, nous remettons en cause la linéarité du récit. L'héritage invisible, c'est aussi cette soif de vérité, ce doute fertile qui nous pousse à regarder autrement les ruines, les cartes, les mythes. Des chercheurs contemporains, indépendants, poursuivent peut-être cette quête. Ils photographient, portés par les forteresses peu en étoiles depuis le ciel, ils cartographient les anomalies architecturales, ils collectent clés et les récits oraux oubliés. Leur démarche est souvent critiquée et c'est extrêmement marginalisée, mais elle participe à une mémoire parallèle. Ces passionnés, qui sont parfois accusés de rêver, continuent pourtant à soulever des questions que l'histoire officielle évite. Peut-être sont-ils, à leur manière, les nouveaux héritiers invisibles de la Tartarie. Les peuples effacés, les machines silencieuses, les cités englouties, les forteresses étoilées, tout cela pourrait sembler appartenir au passé. Mais dans le murmure du vent des steppes, dans la rumeur des rivières sibériennes, dans le silence des forêts, il y a encore une présence, comme si le monde gardait en lui l'empreinte d'une civilisation qui refusait de disparaître totalement. Peut-être la Tartarie n'est-elle pas seulement un souvenir. Peut-être est-elle un champ de force, une mémoire vivante, une énigme qui nous observe encore, invisible mais persistante. Il arrive parfois que l'on ressente, face à certains monuments, une impression de décalage, comme si les pierres avaient été posées pour quelqu'un d'autre, comme si leur échelle dépassait notre mesure. Cette sensation, subtile et inexplicable, pourrait être l'un des héritages invisibles de la Tartarie. Elle nous rappelle que nous habitons un monde qui n'est pas entièrement le nôtre, que d'autres avant nous ont pensé, construit, vécu à des échelles que nous avons oubliées. Et si la Tartarie n'était pas seulement une civilisation disparue, mais un miroir tendu vers nous, un miroir qui nous invite à repenser ce que nous appelons progrès, à interroger nos certitudes, à reconnaître que le passé n'est pas une ligne droite mais un labyrinthe. Dans ces héritages invisibles, la Tartarie nous murmure peut-être une vérité. Rien ne disparaît jamais complètement. Tout demeure dissimulé en attente,